Bonjour à tous, bonjour à vous madame, messieurs, merci de nous retrouver sur Equinox Télévision. À l'instant, démarre votre programme 10-12 le Zénith qui vous donne encore l'occasion pendant pratiquement 120 minutes de comprendre l'actualité du Cameroun, mais surtout les réalités qui gravitent autour de notre République. Comment les Camerounais abordent-ils aujourd'hui la question des élections régionales à venir? Dans quel climat le Cameroun pourra-t-il véritablement vivre ces élections du 6 décembre prochain sans heurte? Est-ce qu'on va dire finalement que la question liée aux abeilles serait en train de prendre une autre tournure depuis hier soir? La toile est justement en ébullition, les réactions se font entendre et très tôt ce matin, on nous fait justement savoir qu'une escouade policière aurait pris d'assaut les artères de la ville de Yaoundé et des chars effectivement seraient en balade dans la ville. Comment expliquer cette réalité? Pourquoi ces images qui font bien sûr froid dans le dos? Est-ce qu'on serait en train de tout faire pour intimider les Camerounais pour une éventuelle manifestation quand on sait effectivement que le professeur Maurice Kamto et le mouvement pour la renaissance du Cameroun serait rentré dans une riposte sévère en demandant bien sûr au gouvernement de tout faire pour surseoir ces élections régionales au Cameroun. Madame, Messieurs, c'est effectivement l'un des sujets qui nous interpelle ce matin. Comment l'expliquez-vous? Comment le comprendre? La grande famille est au complet justement. Charles Amem Batou, Dominique Audrey, Karine Sontia et Mbombo Mbengan Kandji, ensemble encore unis pour la même mission. Je vous en prie, il est 10h10. Nous serons ensemble jusqu'à 12h pour vous servir. Mbombo Mbengan Kandji est avec nous. Bonjour Mbombo. Bonjour Monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous chers téléspectateurs. Le syndicat national de l'enseignement supérieur demande que les deux enseignants qu'on a exclus des universités anglo-saxonnes, notamment à Buea, soient réintégrés. Sinon, ils vont saisir le tribunal administratif. Voilà un avis qui est lancé. Hier, on parlait, on ne veut pas qu'il y ait un corps social qui se présente comme, j'allais dire, comme chien de garde de la société, c'est-à-dire la société civile. On veut bâillonner les syndicats. On voudrait donc prendre les enseignants un à un et les passer à la guillotine. C'est de Buea. On a le dernier candidat, c'est celui du docteur ou alors de maître Abobala, on connaît sous cette appellation-là, qui a été exclu des universités. Et le syndicat revendique sa réintégration. Sinon, on ira au tribunal administratif. Maintenant, le tribunal administratif, je ne fais pas le procès d'intention. Et nous savons que le procès dure là-bas 10 ans. 10 ans, mais toujours est-il que, comme enseignant de droit, il faudrait effectivement qu'on saisisse le tribunal administratif, quitte au régime de nous montrer que nous pouvons faire confiance à nos institutions ou pas. Merci, messieurs et les dames du syndicat national de l'enseignement supérieur. C'est un sujet extrêmement sensible également sur ce matin, madame, messieurs. Vous le savez, Jean-Michel Ninche du Social Democratic Front, lui aussi s'insurge contre, soutient bien sûr les marches des autochtones de Bonassama contre les choses halogènes et la conséquence du tribalisme consacré dans la Constitution. D'ailleurs, vous pourrez bien sûr le lire ce matin dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Il faut se l'arracher absolument, madame, messieurs. On en reparlera d'ici la fin de l'émission avec vous. Charles Amem Batou nous retrouve. Bonjour Charles. Charles. Bonjour monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Grosse incongruité dans la République. Hier encore, les maires se plaignaient de ceci qu'ils n'ont pas perçu leur salaire. Il y a des aérés de salaire. Ils vont devoir plomber un temps soit peu la gestion de les différentes communes en attendant que leur soit reversé leur argent. Mais au soir, à peine ont-ils crié le matin que le soir, ils étaient tous en train de célébrer les régionales. Incongruité, à quel moment ont-ils reçu l'argent? Sont-ils satisfaits? Mon Dieu, comprendre le Cameroun, c'est très compliqué et difficile. Et parlons bien sûr de ces maires. On le sait, il y en a qui se plaignent que depuis 6 mois, ils n'ont pas de salaire. Allez bien sûr voir ce qui se passe avec Célestin Bédigui, qui a profité également pour en faire une sortie officielle. Karine Sontia, bonjour.
Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Dans une vidéo qui fait le tour de la toile depuis plusieurs jours, on voit une femme avec un bébé attaché au dos en train de puiser de l'eau. On ne sait pas si c'est un marigot ou alors on ne sait pas si c'est un forage ou une fontaine. De toutes les façons, cette eau-là est blanchâtre et les questions qui lui sont posées par la personne qui fait la vidéo notamment nous montrent que dans cette localité-là, les élites, les élus ne passent jamais par là et pourtant les populations n'ont pas d'eau. Fait grave dans l'extrême nord du Cameroun, madame, messieurs. Tout à l'heure, avec Karine Sontian, on reparlera effectivement dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et vous regarderez ces images qui énervent en même temps la République et qui énervent en même temps tous ceux qui nous regarderont dans l'extrême nord du Cameroun. Et peut-être il est important que les élus locaux, que les députés, les maires regardent ces images avec nous tout à l'heure pour comprendre le Cameroun que nous construisons ensemble. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, l'interpellation va à l'endroit des personnes qui nous envoient les histoires. Il faudrait qu'elles sachent que lorsque vous décidez de soumettre vos problèmes sur le plateau ou bien à tout le monde, même sur la toile, des personnes émettent des avis. Ce n'est pas pour vous dire ce que vous avez entendu, je suis désolée. Les sensibilités sont différentes. Et lorsque vous envoyez vos histoires, prenez la peine de donner tous les détails ou alors répondez aux questions à vous poser. Bon, vous souhaitez en même temps, hein, Dominique. On va trouver justement l'occasion de le leur dire. Non, c'est fait, ils ont compris. Oui, mais écoutez, il ne faut pas être aussi maman fouettade. Hein. Dominique Audrey Yengelek, avec elle justement, et avec toute la famille, madame, monsieur, jusqu'à 12h, on se partagera toutes ces réalités. Mais ne faut pas fâcher Dominique, oh là là, c'est pas bon. Non. Alors regardez le sourire que je connais. Voilà, merci beaucoup. Vous me faites me dire oui, moi j'aime. Oui. Vous dites ça à l'antenne? Oui. C'est important. Vous me faites rougir. Vous trichez? Vous me faites rougir. Ah, oui, regardez le sourire que je connais. Voilà. Allez, merci à vous, madame, messieurs. Vous connaissez bien sûr les plateformes 10-12, le Zénith sur Facebook, Equinox Télévision pour ceux qui nous regardent en direct. Vos commentaires sont attendus. Il y aura également un contact qui s'affichera au bas de l'écran, madame, messieurs. Envoyez-nous vos commentaires aux sujets qui seront évoqués ce matin. L'histoire du jour, c'est maintenant. Dominique Audrey. Je m'appelle Marie. Et je vis avec Maurice contre la vie de mes parents. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans. Et il est venu rencontrer, j'ai décidé de le présenter à mes parents, il est venu les rencontrer. Lors de l'échange avec mon père lui a demandé de quelle localité du Cameroun est-ce qu'il venait. Lorsqu'il a décliné sa présentation, décliné totalement son identité, mon père lui a demandé de se mettre à la porte et s'est retourné vers moi et m'a dit « Je ne veux pas de ces gens chez moi ». Il y a quelques années, on a eu dans notre famille des problèmes avec des gens de là-bas. Conséquence, je n'en veux pas dans ma famille. Mon gendre ne viendra pas de là-bas. À 3 reprises, Marie dit que son petit ami est venu se présenter chez ses parents et à chaque fois, il a été refoulé. Conséquence, il y a 8 mois, elle a décidé de plier bagage et de partir contre l'avis de tout le monde. Sa mère lui a dit « Ma fille, je ne voudrais pas que tu t'en ailles de cette façon. Mais sache que si tu y vas comme ça, ce garçon, il va t'utiliser et après, il te jettera. » Son père, à elle, lui a dit « Vas-y, bonne chance. Mais sache qu'un sage a la possibilité de voir loin. » Aujourd'hui, cette jeune femme, elle nous dit que le monsieur en face, Maurice, il est très gentil, il est très attentionné, c'est un homme bien. Mais le problème, c'est que à côté de ses envies pour elle de la faire intégrer la gendarmerie, je rappelle qu'elle a 26 ans, je ne sais pas si c'est possible d'intégrer la gendarmerie à 26 ans. Lui, il est âgé de 38 ans. Oui, il peut l'intégrer avant 32 ans. Oh, d'accord. Donc, à 26 ans, il voudrait qu'elle intègre la gendarmerie. Mais elle a plutôt des opportunités d'emploi qui l'amènent à voyager constamment. Donc, elle trouve que des boulots qui font qu'elle sera constamment en déplacement. Et Maurice n'est pas d'accord avec cela. Pour lui, il voit en ça des occasions d'infidélité. Donc, il préfère qu'elle soit là, qu'elle soit sur place. Donc, la question qu'elle pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle devrait suivre les recommandations de ses parents 8 mois après être partie de la maison ou alors continuer et espérer se battre pour que ses parents puissent finalement accepter la relation. Et à côté de ça, comment se décider entre l'amour et la poursuite de ses rêves? 2 sujets principaux, on va dire 2 problèmes principaux posés par l'histoire de ce matin, Dominique Audrey.
Le premier également, c'est papa qui refuse un homme venant d'une origine autre que la sienne. Et à côté justement de cette histoire, cette femme qui vit déjà avec cet homme estime qu'elle ne parvient pas à s'épanouir professionnellement parce que celui-ci ne voudrait pas qu'elle s'éloigne de lui. Voilà. On va justement, madame, monsieur, attendre vos réactions. Mais non, on va quand même poser le problème fondamental des choix des enfants ou des filles ou des fils des autres régions ou des autres ethnies ou des autres clans. Bombom Bengan, vous qui êtes chef traditionnel également, autorité bien connue dans le domaine en tant que Bombok, comment vous gérez ces cas? Vos filles qui vous ramènent des garçons des ethnies différentes venant justement du peuple Bassa, comment vous gérez ça? Comment vous les appréciez au quotidien? La première variante, c'est de demander aux amants de s'éclipser. Ce n'est pas à eux de négocier l'appel ou l'un de l'autre. Ce n'est pas à eux. Donc, le garçon n'a quoi? Et il est qui pour venir voir les parents de la fille? Voilà, c'est une entorse qu'il faut pas commettre, il ne faut jamais commettre. Donc, le garçon ne doit pas se lever et aller voir les parents de la fille? Le père, non, il peut voir la maman. Il peut voir la maman parce que ça commence par la cuisine. Est-ce qu'on dit souvent, et beaucoup de nos filles tombent dans ces travers-là, les garçons aussi. Vous aimez un garçon, vous êtes tombé, vous en parlez à maman. Déjà, c'est maman qui vous donne les orientations de ce que la famille peut ou ne peut pas, ou relativement à certaines ethnies, comme vous voulez, à certaines tribus. Maman lui aurait dit avant ce qu'elle devait, j'allais dire, quelle est l'orientation de leur famille par rapport à telle ou à telle tribu. Première chose. Deuxième chose, ce que vous posez comme le deuxième problème en réalité, c'est la conséquence de la première. C'est la conséquence de la première en ceci que lorsque les familles mettent les enfants, chacun présente son enfant, l'autre. Et le bon et le mauvais côté, les ambitions, ainsi de suite, les heurts et les malheurs des uns et des autres. Mais le jeu qui est là, c'est ça qui n'est pas bien. Justement parce que vous direz toujours, moi je veux faire ceci. Qui va donc arbitrer lorsque vous avez ce problème-là? Vous vous rendez donc compte que c'est au-delà de ce qu'on peut appeler des divergences ethniques ou quoi. Il dit, je veux être fonctionnaire, je veux entrer dans la gendarmerie, la police ou quoi. On a dit, oui, tu vas rester là. Mais la femme dit, non, moi je veux faire comme j'ai dit en commerce international, il faudrait que je voyage, vraiment j'ai ambition. Qui va arbitrer donc à ce moment-là? Donc ça se règle à ce niveau. C'est pendant que maman connaît déjà le gars qui sort avec sa fille, qui a des ambitions pour sa fille, c'est elle qui porte maintenant. Les deux mamans commencent à se fréquenter, à procéder à des conciliabules entre les deux amants pour résoudre les problèmes. Parce qu'en fait, là, au bout, qu'est-ce qu'on recherche? C'est le bonheur des deux. C'est le bonheur des deux, mais on aboutit à ce bonheur-là en leur apprenant comment on surmonte les clivages. Comment, c'est ce qu'on appelle souvent les obstacles. Comment? Parce que au-delà, le gars commence à dire, oui, ma femme, si pas là-bas, c'est sûr que les hommes vont, c'est sûr, mais à la gendarmerie où veut mettre sa femme, les hommes ne sont pas là-bas. Donc, en fait, on va vous amener à voir les 3 niveaux de mariage. D'abord, comment on s'acclimate, vous connaissez. Comment on gère l'étape des soupçons. Et vous allez donc vous projeter sur comment papa et maman vivent. Parce qu'eux ils ont un certain âge. Pourquoi sont-ils très collés là maintenant? Donc voilà, c'est les étapes qu'on vous apprend. Mais non, il y a quand même la question qui nous interpelle aujourd'hui. Comment vous expliquez justement que même si votre fille vous dit à la maison, papa, je suis amoureuse justement d'un homme de X origine, et que vous trouvez le courage de lui dire je n'en veux pas, est-ce que c'est de nature justement à être apprécié normalement, bonnement? Aucun parent ne rejette de prime abord. Il a toujours des raisons et les parents expliquent. Je ne vais pas chez les Bassa parce que c'est des gens, parce que moi-même j'ai eu des amis de 30 ans qui m'ont dit
notre papa nous avait dit de nous méfier des Bassa. J'ai dit, papa avait dit quoi? Il dit non, il nous avait dit ça comme ça. Mais après il a dit, non, c'est des gens méchants. Ils ont le timbre dans la poche, donc ils sont prêts à porter plainte et tout et tout. Voilà, vous voyez, c'est un peu, il y a des idées reçues. Bon, vous dites, après il dit, non, j'ai travaillé avec un Bassa un jour, vraiment, il m'a fait des trucs. Bon, voilà, il y a des situations. Donc, papa va toujours justifier. Il ne va pas te dire, je n'aime pas tel, je n'aime pas. Il dit, bon, toi qui vas chez les Manguissa, là, sache que. Toi qui vas chez les Bamileke, bon, comme il est d'Undé, voilà le type de comportement. Voilà. Même bon, moi, vraiment, les gars d'Undé, là, les gars de, bon, Bafang encore, bon, dans mon truc, mais voilà comment les parents, ils essayent de vous dire. Donc, en fait, ce n'est pas un non catégorique. C'est pas un non catégorique, mais c'est un dit, non, vraiment, il faut se méfier. Même mes amis en question, on est toujours des amis. Il y en a même un qui a épousé ma cousine. Donc, et à ce moment-là, je ne me méfie pas. Donc, il y a toujours des aménagements. C'est pour ça qu'on vous dit que l'approche des parents ou la réponse des parents, ce n'est pas un non martial qui vous dit non, ne voulez pas. C'est exactement pour vous permettre d'ouvrir davantage les yeux et affronter mieux les obstacles avec moins de heurts. Alors, sur le deuxième problème posé bien sûr ce matin, Karine Santia, je vous le relance là-dessus. Un choix professionnel quand même devrait se décider entre les deux conjoints, non? Ils ne sont pas des conjoints. Ils sont déjà 2 ans quand même de relation et 8 mois de concubine. Aide-moi à souffrir en fait. Non, mais ils ne sont pas des conjoints. Faut pas trancher, Dominique. Ils sont des colocs. D'accord. Ils ne sont pas des conjoints. C'est des amants. Parce que finalement, ils ne partagent rien ensemble. Il n'y a pas que les parents qui ne sont pas d'accord. Il y a que même leur vision n'est pas la même. Les ambitions ne sont pas pareilles. Elle l'aime, oui, mais elle a d'abord sa carrière qu'elle veut faire. Il l'aime, oui, mais il veut d'abord qu'elle reste sur place. Sauf que la famille de la fille n'est pas d'accord. Vous faites comment pour dormir avec une femme que vous savez que son père n'est pas d'accord? Il n'y a pas de mariage possible. Comment elle fait pour déménager de chez eux et aller s'installer avec un homme, sachant que son père, sa mère ne sont pas d'accord? Quand vous savez au moins que votre maman est d'accord, vous pouvez dire que ok, on peut prendre du temps pour négocier avec papa. Mais quand maman n'est pas d'accord, papa n'est pas d'accord, vous partez. Vous n'allez pas forcer les gens à aimer quelqu'un qu'ils ne veulent pas, par exemple, ou à apprécier une chose qui n'est pas à leur goût. C'est pourquoi je dis qu'elle est allée trop vite. Elle est allée trop vite. Peut-être que ses parents le disaient même pour son propre bien à elle, sachant qu'elle est une fille ambitieuse, sachant qu'elle est une fille qui a des ambitions. Et quand vous avez des ambitions, vous engagez directement. C'est difficile pour ceux qui vous connaissent d'admettre que ça va marcher dans cette relation-là. Généralement, on vous demande de faire un choix. C'est-à-dire, en fonction du type d'ambition que vous avez, si vous voulez faire un travail qui vous demande de voyager beaucoup et tout, et que vous voulez vous marier, vous allez jouir de votre mariage combien de temps avant de commencer à voyager? C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi je dis qu'ils sont allés trop vite en besoin. Ils sont même pas en couple. 2 ans, c'est pas suffisant justement pour pouvoir... Ils sont pas mariés. Oui, mais 2 ans de relation, c'est pas suffisant. Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Donc, la fille dans sa tête est toujours comme si elle était chez eux. Bon. Ils ne sont pas mariés. L'histoire nous dit quand même que la fille, à un moment donné, a décidé d'aller vivre le... Oui, mais si elle s'engage, si elle était dans... Bon, elle a arraché sa liberté, entre guillemets. Mais non, bon, elle a porté ses bagages et elle a dit à ses parents, je pars. Voilà. Vous avez refusé, je vais, sauf que... On n'est jamais libre lorsqu'on est avec les parents. Voilà. Karine, vous évoluez. Je disais tantôt que... Je dis que ce n'est pas un couple. Ils sont des colocs qui se partagent la maison et la chambre. Et je le dis pourquoi? Parce que lorsque vous écoutez même le déroulement de cette histoire, vous comprenez qu'il y a un pan qui n'est pas trop engagé. Et le côté de la fille, jusqu'à elle-même, n'est pas trop engagé. Elle a ses ambitions à réaliser. Le gars, c'est juste un gars qu'elle aime. C'est juste un gars qu'elle aime. C'est pas forcément le gars avec lequel elle pourra passer sa vie. Parce que s'il continue à dire non, je veux que tu fasses la gendarmerie, je veux que tu fasses ci. Parce que s'il n'a pas de vraie raison à dire non, je veux pas que tu voyages, je veux pas que tu fasses tel autre travail et je veux que tu fasses telle autre chose, sans donner de vraies raisons,
il ne va pas trouver gain de cause auprès d'elle. Elle a ses ambitions et je vais vous dire, elle a l'âge de quelqu'un qui doit avoir les ambitions. À 26 ans, vous devez avoir les ambitions. Parfois démesurées. C'est lorsque vos ambitions commencent à vous faire peur que vous êtes sur la bonne voie. Mais quand elles ne vous font pas, quand vos ambitions ne vous font pas peur, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc, elle doit écouter ses parents. Elle doit écouter ses parents. Parce que si elle était avec ses parents, elle n'aurait pas eu la question de que, est-ce qu'il n'est pas d'accord, il est d'accord. Elle aurait fait ce qu'elle a à faire. Et peut-être qu'en faisant tous ces voyages et autres, elle aurait maintenant trouvé quelqu'un qui sera au goût de ses parents et à son goût à elle. Merci. Charles Amel Bachou, goût des parents, goût des enfants. Qui décide finalement? C'est l'enfant qui doit vivre, c'est le parent qui doit accompagner, qui doit décider justement du goût de l'autre. C'est l'indépendance financière de cette jeune fille qui fait d'elle une hybride très dangereuse pour la société et dangereuse même pour elle-même principalement. Elle est une hybride mélaninée, monsieur Michel Ngachou. Hybride mélaninée? Oui, oui. Elle est égoïste et égocentrique. Elle est calculatrice et narcissique à la limite. Permettez-moi d'utiliser parce que... Elle vous regarde ce matin, je ne donne que mon point de vue. Ah, au centre de cette affaire, il n'y a qu'une seule personne, elle. Il n'y a même pas l'amour pour son père, l'amour pour sa mère, l'amour pour son gars. Il n'y a qu'elle seule qui existe. D'où je comprends aisément que Karine Sontia dise qu'il faut avoir des ambitions démesurées. Si c'est comme ça qu'on parle d'ambition démesurée, j'ai bien peur qu'elle ne verra pas. Merci d'avoir pris mon argumentaire à partir de là où vous êtes d'accord. Que lorsqu'on a 26 ans, on peut avoir des ambitions. C'est ce que je dis que je comprends bien. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Vous voyez, c'est ça les occidentalisés. Quoi? C'est comme ça les occidentalisés. Chaque fois qu'on emploie, même pour être d'accord avec eux. Non, mais je ne suis pas d'accord, monsieur Bachou. On évolue justement. À la question justement, le choix. Le père doit le faire, les parents doivent le faire ou les enfants eux-mêmes? Je ne voudrais pas soulever la question du tribalisme ici, puisqu'on ne nous a pas donné les deux ethnies. Oui. Si on nous avait donné les deux ethnies, on se serait arrêté là et j'aurais posé mon point. Étant donné, non, je ne veux pas spéculer. Vraiment, je ne spécule pas. Ce n'est pas le sujet. Monsieur Michel Ngachou, elle ne peut pas nous demander de réfléchir pour elle. Elle demande que je suis qui? La décision de mon père, je suis la décision. Elle n'aime personne. Vous suivez la décision, elle ne veut même pas suivre la décision de son père, parce que son père lui a dit ne sors pas. Elle est sortie. Elle ne veut même pas suivre la décision de son propre gars, parce que son gars lui a dit gendarmerie. Elle dit j'ai mes rêves. Mais qu'elle ne dérange pas. Je suis désolé qu'elle ne dérange pas, monsieur Michel Ngachou. Elle n'a pas de problème. C'est elle son propre problème. Parce qu'elle se retrouve au point zéro. À moins l'infini, j'ai mon père. Et ma mère, mes parents qui m'ont dit ne sors pas de la maison. À plus l'infini, j'ai un gars qui dit je ne veux pas que tu voyages. Mais elle est mariée à ce gars. Elle est mariée à ce gars. Mariée. On vous dit d'habitude ici que le bon c'est reconnu. Le fait pour elle d'avoir quitté, elle a assumé la relation. Je crois qu'une jeune fille aurait commencé par dire je ne sors pas de la maison de mon père. Messieurs, viens démontrer à mon père que tu es quelqu'un de bien. Viens démontrer à ma famille que tu es quelqu'un qui pourra me protéger. Allons au-delà de la relation, allons au-delà de ce que mes parents pensent. Mes parents pensent que ta tribu est une tribu dangereuse. Mes parents pensent que ta tribu est une tribu méchante. Mes parents pensent que tôt ou tard tu me feras du mal. Quelle est la garantie que tu donnes à mes parents? Je ne dis pas à moi, mais que tu donnes à mes parents que je serai une femme heureuse et comblée. Ce que tu me fais, viens le faire par devant mes parents. Monsieur Michel Ngachou, nous on a dragué des filles où lorsqu'on arrivait devant la barrière, le père dit d'entrer pour on se mettait même à genoux que père. Vraiment, on comprend, mais nous on est obligé d'être là pour regarder ta fille. Nous on a choisi, j'ai choisi de ta fille. Le gars se met à genoux parce que le père dit un jour que vraiment, vous allez me dépasser. Mais si un jour, tu poses un seul cheveu, vous voyez, c'est le jeune. Là maintenant, ils ont choisi le chemin. Bon, on a pris la question, il n'a pas vu un membre de la famille. Mais moi je dis, comme c'est les occidentalisés, il aurait dû se battre pour démontrer. Ce que vous dites pose quand même un problème sérieux aujourd'hui. Est-ce que ça dit que nos sœurs elles-mêmes ne savent pas se valoriser elles-mêmes? Non, c'est pas de ça. Non, monsieur Ngachou. Non. Est-ce que nos sœurs ne savent pas se valoriser? Parce qu'en réalité, souvenez-vous, Charles Amel vous pose un problème sérieux et vous nous renvoyez justement dans nos souvenirs. Monsieur Michel Ngachou. Comment on regardait les filles à l'époque? C'était très compliqué. Monsieur Michel Ngachou, une fille
qui a un prétendant, se lève à 5 h du matin, lave les assiettes, balaie le sol, lave les habits de papa et repasse. Lorsque la mère lui pose la question de savoir, hein, depuis que tu avais le gars là, tu as changé. Elle dit, maman, est-ce que le gars là me laisse? Il m'a dit que voilà comment une femme doit être, voilà comment une femme. La mère rentre voir le père et dit, ta fille a changé. La paresseuse là, elle travaille déjà. La maison, la fille doit commencer à faire des mains. C'est la fille qui drague ses parents en disant au gars que je te donne la chance. Si tu ne parviens pas à convaincre mes parents, tu vas voir. Or, à la maison, elle adopte une attitude. Mais vous avez des jeunes filles qui donnent l'impression à leurs parents qu'elles vivent en relation. Mais à la maison, c'est des loups. À la maison, c'est la fille qui se lève à 9 h comme son père. Elle se lève et dit qu'on n'est déjà même pas dans cette maison. À midi, elle tourne sur WhatsApp, elle regarde la télé. À 12 h, 13 h, elle dit que vraiment on ne mange pas. Elle va au chiottes, au pot. Permettez-moi de le dire, elle va au chiottes. Elle est incapable de tirer la chasse. Elle est incapable de laver la douche. Vous pensez que ça va encourager le père à envoyer sa fille en mariage? Donc j'estime que le père a dit qu'il voit très loin. Cette fille, elle est narcissique, calculatrice, égoïste, égocentrique. Elle ne réfléchit, elle ne pense pas pour réserver cela en temps. Merci beaucoup, Charles Mbachou. Et votre point de vue ce matin, vous nous l'aviez donné. Mais quand même, nous posions un problème sérieux. Est-ce que nos filles savent encore se valoriser? Est-ce qu'elles savent valoriser les hommes même? Parce que... Mais oui. Est-ce qu'elles savent valoriser les hommes qu'elles amènent à la maison? Non, voilà comment elle présente les gars souvent à leur mère. La mère a dit, c'est qui? Ah, il s'appelle Jules. Ah, c'est ton ami. Ah, il dit qu'il va m'épouser. Ouais, ça lui fait rire. Voilà comment on présente. Il dit qu'il va m'épouser. Allez, merci beaucoup. Prenons le point de vue de Dominique Audrey justement sur cette histoire du jour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Cette fille justement, il faut un message quand même pour elle. Il faut l'aider à en sortir, Dominique Audrey. Qu'est-ce que vous lui dites concrètement? Ce que je lui dis, c'est que courir s'installer chez un homme après à peine 1 an de début de relation, c'est précoce, c'est prématuré. Et vous êtes prédisposé à multiplier les mariages, les aide-moi à souffrir. Oui, parce que c'est ça. En moins d'1 an et demi, en 1 an, qu'est-ce que vous savez de cet homme? Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous avez déjà été malade, même étant chez vos parents, et il s'est manifesté? Est-ce que cet homme-là, parce que lorsqu'on décide de s'engager avec un homme, il faudrait que cet homme-là épouse votre vision de la vie. Vous devez être complémentaires. On ne se met pas... Moi, je suis pour la liberté. Je ne vais pas me mettre avec un homme qui estime que la femme, c'est la cuisine. Seulement ou bien? Parce que la femme, c'est la cuisine d'abord. Quand je dis la femme, c'est la cuisine, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, là où les hommes parlent, les femmes ne parlent pas. Je lui ai quasiment... Ouais. Ne me dites pas ce genre de choses, parce que là où les hommes... à la cuisine. Là où les hommes parlent, je parle. C'est comme ça. Ah bon? Donc oui, maintenant, il faudrait se mettre avec des personnes qui ont la même vision de la vie, qui ne voient pas les femmes comme des êtres inférieurs dans une certaine mesure. Sauf que les gens écoutent au premier degré. C'est ça le problème. Non. C'est les bantous qui valorisent les femmes. Non, avec ce que j'entends ici. Non, laissons Dominique. Qu'elle poursuive. Écoutons Dominique. Arrête d'écouter au premier degré. Donc c'est ça le problème. Moi je suis d'accord. Et Karine est même très douce. À 26 ans, moi, je ne pense pas qu'on pense au mariage. Hein. Je veux dire qu'à 26 ans, on n'est pas focus sur « je dois me marier, il faut que je me marie, il faut que je me marie ». Non. Vraiment, le mariage, je veux me marier tous les jours. Non. Est-ce que vous pouvez vous prendre en charge personnellement? Oui. Qu'est-ce que vous rêvez d'être? On doit être des modèles pour nos petits frères. On doit être des modèles dans la société. Et on n'est pas des modèles en faisant de bons plats à la maison. Moi, je ne connais pas de femmes qui ont été un modèle parce que... Oui, Michel. Écoutez, mais ouais, mais vous voulez me parler de votre mère? Non, vous me foncez un peu. Je dis, mais l'histoire du mbol. Non, mais écoutez, on parlait du mbol ici hier. Le mbol change quoi? Non, mais écoutez, quand on a besoin des femmes entrepreneurs... C'est parce qu'on a mangé du mbol à l'Est Cameroun. On a le sentiment qu'il y a un bonheur là-bas. On peut aller le chercher. Oui, ça vient après, ça complète. Mais quand même. On ne se contente pas. Est-ce que vous dites, il y a 2 éléments que je dois apporter? Oui. Il y a des expériences. Il y en a qui ne veulent pas forcément être proches de leur belle famille. Oui. Il y a des expériences où vous êtes entré dans une belle famille au départ, on vous a vachement manqué du respect. Oui. Et ce qui fait que même si la relation n'a plus tenu, ailleurs, vous n'êtes plus prêt justement à affronter. Sauf que lorsqu'on aime un homme, bien sûr. Michel, lorsqu'on aime un homme, ça fait mal de voir que
disons, nous sommes ensemble. Et Chalamel, le reste, c'est votre famille. Et maintenant, moi, j'arrive chez vous. Dans ma relation précédente, ça n'a pas marché. J'ai été maltraitée par les familles. Je serais triste de voir que vous, mon compagnon, mon conjoint, vous êtes mal à l'aise lorsque je me retrouve avec vos frères parce que le contact ne passe pas. Et par amour pour vous, je vais faire un effort. Un effort, parce que si on doit être ensemble, on doit être ensemble, on sera ensemble. Donc, on doit pouvoir trouver des moyens chacun de s'accepter. Ça, c'est pour les belles filles ou des beaux fils qui ne veulent pas se faire accepter. Lui, il est allé 3 fois. On l'a refoulé, il allait s'asseoir chez lui. Vous m'avez déjà donné la femme. Et elle l'a suivi. C'est quoi? Quelle façon de penser ça? Cet homme ne vous respectera jamais. Jamais. Parce que vous lui avez dit, ma famille, je m'en fiche. Mais le deuxième élément quand même, quand vous dites qu'à 26 ans, on ne devait pas penser mariage à 26 ans, mais à 26 ans, on est vieille, madame. Pour se marier, on est très bien pour se marier à 26 ans. Non, mais c'est pas universel, c'est pour vous. Non, mais écoutez, c'est logique. Nous sommes des Africains, nous sommes des Africains et nous parlons aux Africains qui nous regardent. À 26 ans. Vous n'êtes pas africain. Ne soyez pas africain un peu moderne quand ça vous arrange. Si vous êtes africain, restez africain dans parlons-nous pour bien nous comprendre. Je regarde encore, regardons nos grandes mamans. Nos grandes mamans qui ont la chance de voir leurs enfants, leurs petits-enfants, parfois même les arrière-petits-fils. Les mamans ont fait les enfants à 16 ans. Oui, le problème... Elles ont pris le temps de grandir avec les enfants. Elles ont pris le temps d'éduquer les enfants, leur restituer toute l'éducation, la force nécessaire. Le problème de sa femme. Faites vos enfants à 40 ans. Vous les éduquerez à quel âge? Le problème, l'éducation, c'est pas dans la force. Non, c'est pas la force des bras, mais justement, l'éducation, c'est quoi? Ce sont des valeurs. Dites à votre enfant, je ne veux pas qu'un inconnu te donne l'argent, tu ne prends pas. Point. Même si vous avez 60 ans, un enfant doit pouvoir le comprendre, même s'il a 1 an. Michel, le problème que j'ai avec... Oui, et l'intégrer. Le problème que j'ai avec ce que vous dites, c'est que vous voulez faire croire aux femmes que si vous n'êtes pas mariés, vous ne valez rien. Non, c'est pas ça. Oui, à 17 ans, on se marie, à machin, on se marie, mais envoyez les enfants à l'école. Il y en a qui épousent les femmes et puis permettent à ces femmes d'aller à l'école. Le mariage doit pouvoir venir simplement. Ne donnez pas l'impression aux gens que si dès que tu as rencontré un homme, bam, il faut qu'il t'épouse. Non, vraiment, moi je ne suis pas pour la promotion du mariage. Je suis pour la promotion des femmes qui se battent, qui sont indépendantes et qui peuvent changer le monde de par ce qu'elles font. Merci. Donc cette femme, si cet homme ne veut pas comprendre ou bien ne peut pas vous comprendre, vous allez devoir trouver un palliatif. Auquel cas, ça va marcher pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et après vous serez lasse. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Merci à vous, madame, monsieur. Vos commentaires, vos réactions sont attendus. On vous attend effectivement. Laissez-nous. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce sujet de ce matin, sur les 2 problèmes posés, sur les 2 problèmes posés de l'histoire. Le père qui n'accepte pas le garçon venant d'une autre région et le gars qui, pour la suite, ne veut pas laisser la fille s'épanouir professionnellement parlant. Comment en sortir? Merci à vous. La colère de Charles Amem Bachou, c'est tout de suite sur votre antenne. Je m'interroge ce jour sur la question de la valeur que l'on accorde désormais à l'eau. L'eau potable dans ce pays. Mieux, la question des coupures intempestives d'eau dans les principales villes de ce pays. Ne laissez personne de ce côté. Fin de citation. Tel était le thème qui a sous-tendu la célébration de la 27e journée mondiale de l'eau. Ne laissez personne de côté. Quelle est l'identité de l'individu qui a pensé ce thème? Ne laissez personne de côté. Nous tous, nous sommes à côté dans ce pays avec l'affaire de l'eau. Ce thème était injurieux pour les pauvres Camerounais que nous sommes. Ne laissez personne de côté. Vous êtes là-bas, nous on est de ce côté. Depuis belle lurette, l'on sait que le Cameroun est malade. Bien malade de ses routes, de l'obscurité et peut-être même de ses poubelles.
Mais voilà qu'à ce diagnostic déjà lourd vient s'ajouter un autre mal-être, l'eau rare et ou rouge. Pourtant, on apprend à nos enfants que l'eau potable est sans saveur, incolore et inodore. Quelle a été la raison pour laquelle on a abandonné pendant plus de 20 ans la direction de la défunte SNEC à un seul homme? Quelle était la raison pour laquelle on a éclaté la SNEC en deux? Camwater à gauche et la CDE à droite. L'accès à l'eau potable au Cameroun est encore un besoin de première nécessité. Les robinets sont à sec dans certains quartiers depuis plus de 10 ans, avec les clients qui payent chaque mois les frais d'entretien compteurs et d'autres qui ont décidé de s'armer de machettes attendant qu'on vienne enlever leur compteur, histoire de régler définitivement leur compte. La situation est encore plus critique dans les quartiers de ces centres urbains, bien que 30% de la population des villes de ce pays soit connectée à un réseau qui ne coule pas. Bangé, même l'eau a soif, dit-on. Malangé, Nebel, c'est le forage. Parce que les gens sont allés s'abonner. Ils ont payé littéralement et convenablement, suivi la procédure d'installation. Mais on ouvre le robinet, rien. Ce problème est d'autant plus préoccupant qu'il touche tous les secteurs de la société. Ménage, services, entreprises. Parfois, vous vous rendez dans un ministère, vous avez envie de vous mettre à l'aise, on vous dit, il n'y a pas d'eau, monsieur, depuis 2 semaines, l'eau ne coule pas. Parfois, vous allez dans certains domiciles, on vous dit, ça fait 4 mois, l'eau ne coule pas, ça ne passe pas ici. Pourtant, en 2009, l'État camerounais avait lancé un vaste programme visant à améliorer de 75% l'accès des populations urbaines à l'eau potable dans l'horizon 2030. Nous sommes en 2020, à 10 ans, mais la situation n'a pas changé. Le Cameroun était allé jusqu'à s'octroyer des crédits de plus de 3 000 milliards pour l'eau à l'est, au centre, dans le littoral, à l'ouest, à l'extrême nord. Le chef de l'État était allé même jusqu'à promettre des forages. Jusqu'à ce jour, on attend l'enfant de cirage. À cette heure, les 10 régions de ce pays souffrent d'un sérieux problème d'eau. Comment comprendre que depuis 2010, les villes de Yaoundé et Douala sont confrontées à un manque d'eau potable? Comment comprendre cette crise dont la face visible se manifeste par des coupures d'eau qui durent plusieurs jours, avec des robinets qui crachent parfois du rouge? Comment comprendre cette pénurie récurrente dans certaines villes du Cameroun, pays au potentiel hydraulique pourtant impressionnant? L'eau vient comme un touriste chez vous à 21 h et repart à 6 h. Parfois vous ouvrez, vous vous rendez compte que c'est la rouille qui coule et qui se déverse. Comment comprendre toutes ces raisons évoquées? Du genre, premier point, incident intervenu sur les voies de canalisation d'eau partant de la station de captage, de pompage et de traitement. C'est ce qu'on nous envoie tout le temps, avec en complicité le ministre de l'eau. Le ministre de l'eau qui joue ce jeu tout le temps, fait des communiqués. On annonce, rupture, vous n'aurez pas de l'eau à cause des travaux routiers. Les châteaux d'eau, initialement prévus pour desservir 2 quartiers, ravitaillent aujourd'hui une douzaine d'autres quartiers de la capitale, raison de la perturbation du rationnement. On est allé jusqu'à dire que pour ce qui est de Douala, le château d'eau ne peut plus couvrir. Le château de Niala est déjà fatigué. Qu'est-ce qui vous empêche, depuis 2009, avec les 3 000 milliards, de refaire des châteaux d'eau dans pratiquement toutes les zones, parce que j'ai gouverné, c'est prévoir. Ils ont abordé la question du déficit d'approvisionnement en eau, dû au manque d'énergie électrique, que quand on coupe la lumière, forcément les stations sont en arrêt, vous ne pouvez pas avoir l'eau chez vous. Bravo. Dans la partie septentrionale du pays, l'eau ne coule plus du fait que certaines canalisations d'eau datent de l'époque coloniale, sans avoir reçu un jour de travaux d'entretien et d'extension qui auraient été nécessaires. Rappelez-vous qu'en 2009, la ville de Bouda, qui compte 1 million d'habitants, dans la région montagneuse de l'Ouest, avait été totalement privée d'eau courante pendant près de 3 mois du fait de l'assèchement de sa station de captage.
Que dire de Yaoundé? Que dire de Mbalmayo, où pratiquement toutes les installations datent de Matousalem? Vivement qu'on comprenne que ceux qui nous gouvernent choisissent de dire à la vue du monde, cette année, nous allons refaire tous les réseaux hydrauliques, revoir les canalisations d'eau, afin que nul et que personne ne soit mis à côté. Mais aujourd'hui, lorsque l'argent est décaissé, ça va plutôt ailleurs. Et les Camerounais meurent toujours de soif. L'eau, on attend. Charles Amem Bachou, vraiment, cette colère ce matin, on la comprend et on vous comprend parfaitement. Le Cameroun vit sous de grandes difficultés avec l'eau véritablement. Et vous l'avez très bien dit, c'est gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui Mbombo Mbengan que le Cameroun soit incapable d'avoir de l'eau? C'est-à-dire le Camerounais soit incapable d'avoir de l'eau potable chez lui, au gré ou à l'image ou aux images présentées par Charles Amem Bachou aujourd'hui. C'est quoi le problème de l'eau au Cameroun, véritablement? Pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe avec l'eau dans ce pays? Oui, on peut comprendre et c'est compréhensible. Et justement parce que nous voulons toujours détourner la vérité. Le pouvoir en place a décidé de rendre le peuple assoiffé. C'est tout. C'est comme ça que c'est aussi simple que ça. Si vous lisez l'ordonnance de 90 qui fait la liste, l'ordonnance du président de la République, la liste des entreprises à privatiser ou à liquider, etc., vous allez voir la Société nationale des eaux du Cameroun. Autant pour la SNEC que pour la SONEL, l'article 1er disait qu'il faut que toutes les populations du Cameroun aient accès à l'eau potable. Bon, mais lorsqu'on décide donc de privatiser ou de liquider une entreprise, ça veut dire qu'en fait, on enlève cette orientation principale. De toutes les manières, on n'a plus vu ça dans les Kamwata ou la Camerounaise des eaux qui ont pris la SNEC. On n'a plus vu cette disposition-là. Donc, le Cameroun a donc, et le gouvernement camerounais préparait les Camerounais à mourir de soif. D'abord, la SNEC commence à avoir des difficultés financières. Deuxièmement, on dit les bornes fontaines publiques deviennent payantes au moment où on ferme toutes les entreprises publiques et parapubliques, pratiquement toutes. Et c'est là où on vous dit, même l'eau que vous preniez gratuitement quand vos parents travaillaient, maintenant nous avons enlevé vos parents de leur emploi, commencez à payer l'eau. Donc, si vous interprétez ça autrement, ça veut dire que vous ne comprenez pas le Cameroun. Donc, on allait là dans un cycle d'assassinat collectif des citoyens camerounais. Parce que quand vous dites l'eau c'est la vie, et maintenant quand vous privez les populations d'eau, vous dites quoi? La conclusion est très... Vous qui avez fait philosophie, vous savez si tel est... Comment vous appelez ça, le syllogisme? Voilà, même nous... Je voudrais prendre deux images fortes toujours autour de l'eau au Cameroun. On a quand même deux grandes pontes du régime qui aujourd'hui séjournent à la prison centrale de Yaoundé-Konangui. Le premier, souvenez-vous, le récent, c'est le ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Tanganakuna pour ne pas le citer, qui récemment restituait encore du délit après son incarcération. On n'oublie pas la célèbre affaire autour de M. Oboufegue, souvenez-vous encore. Est-ce que c'est raisonnable qu'on ait des personnes qui aient entre autres, éventrer l'économie du Cameroun à travers leurs entreprises, à travers leurs ministères, alors qu'ils ont la question de l'eau entre les mains, mais choisissent délibérément de faire du mal aux Camerounais en ne leur permettant pas d'avoir de l'eau. Et que ça passe au vieux sur tout le monde comme ça, bon Bengal. Non, M. Basile Tanganakuna et son cousin William Solo, ce n'est pas eux qui ont décidé ce qui est arrivé. On leur a demandé de faire ce qu'ils ont fait. Maintenant, s'ils ont été en indélicatesse avec l'argent, ça c'est un autre problème. Mais on leur a dit priver les Camerounais d'eau. Et ils ont privé les Camerounais d'eau. C'est cette politique-là qui m'intéresse et que je pense qu'il devait intéresser les Camerounais. Maintenant, même s'il peut rembourser 1000 milliards de corps de délit,
Ça veut dire qu'il y a au moins 3 000 milliards. Parce que si on entre dans ce débat-là, le jour où il faisait la passation de service, qu'est-ce qu'il a dit à son cousin Damsolo? Le jour où il est venu débarquer, comment on l'appelle, Charles Metouk de la Sonara, il le sait. Donc, en réalité, les gens sont en mission. Et ici, la mission principale, c'est de priver les Camerounais d'eau. Très bien. Or, tous nos départements portent le nom de cours d'eau. Tous nos départements portent le nom de cours d'eau. Comment on ne peut donc pas rendre cette eau potable? Barcelone est pratiquement dans la mer et l'eau de Barcelone est salée. Et ils ont fait les études à Barcelone pour voir quelle société, quelle entreprise de traitement et de distribution d'eau nous aurons au Cameroun. En début des années 70, on a envoyé des équipes, on peut citer les noms. Donc, quand vous venez donc pour la population de Douala, par exemple, je vous parle toujours de la première promotion des docteurs en sciences physiques de l'université de Yaoundé, spécialistes en hydraulique. Leur champ d'action, leur principal champ d'action, c'était Douala, où les eaux sont salées en certaines saisons, où Douala est sous la mer, comme c'est fait. Les études existent. Merci. Donc, ils ont décidé de tuer les Camerounais. Donc, c'est un programme d'assassinat collectif. Alors, justement, Dominique Audrey, est-ce qu'on peut justifier un tel programme d'assassinat collectif en se servant justement de l'eau comme munition? Est-ce que c'est raisonnable? Parce que si l'eau, c'est la vie et que vous n'aviez plus d'eau, finalement, qu'est-ce qu'on veut des Camerounais? Par les Camerounais eux-mêmes qui sont à la gestion de cette question de l'eau. Si l'eau, c'est la vie et que vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de vie. Donc, vous êtes mort. Morts comme ces enfants qui sont morts dans la région du Nord là-bas en allant chercher de l'eau. Je crois que si les Camerounais avaient été émus par cette situation-là, il y aurait eu quelque chose qui se serait passé simplement parce que ces enfants-là sont morts. Parce qu'ils cherchaient ne serait-ce que de l'eau à boire, pas les routes. Parce qu'on va dire que les routes, vraiment, c'est beaucoup, ça demande des études. De l'eau, juste de l'eau à boire. De l'eau à boire. J'ai suivi un procès en 2019 en France, où un couple a porté plainte à la société distributrice d'eau, parce qu'on leur a fait consommer une eau qui n'était pas potable du tout, et on leur a versé des indemnités. Pourquoi on ne prend que là-bas ce qui est relativement bon? Est-ce qu'au Cameroun, c'est possible aussi de porter plainte à une société qui nous rend malades? Parce que la mauvaise eau, lorsqu'elle est présente, parce qu'on n'a pas d'eau, et lorsqu'elle est là, M. Mathieu l'a mentionné, ce sont des eaux boueuses. Est-ce qu'on a la possibilité de porter plainte à cette société qui nous donne la bilharziose, qui nous donne qui va lui porter plainte? N'importe quel Camerounais. Bah oui, écoutez. Portez plainte désormais. Médiatisé, vous verrez que ce sera beaucoup de Camerounais qui vont se fédérer et ce sera un très gros procès et ils vont nous donner de l'eau à boire. C'est comme ça. Je discute parfois avec des gens qui estiment que les Camerounais n'ont pas la culture. Je suis tenté de vous demander, pourquoi vous avez d'abord vous-même Camerounais privatisé la SNEC? Pourquoi aviez-vous privatisé la SNEC? Parce qu'on peut tout vendre dans un pays, on peut tout privatiser dans un pays, mais pas quand même l'eau. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'État du Cameroun ait choisi individuellement de privatiser la SNEC? Trouvez votre réponse dans la définition de la souveraineté du Cameroun. Si vous comprenez ce qu'on met dans le Cameroun est un pays souverain, vous comprendrez pourquoi ils l'ont fait. Vous comprendrez. Donc, aujourd'hui, il n'est plus question d'accepter ce genre de choses. Il n'est plus question d'accepter ce genre de choses. Il est inadmissible que dans un pays, on ne puisse pas avoir les services sociaux de base. Entendez l'eau et l'électricité. L'électricité, on peut gérer, mais si on n'a pas d'eau, on ne peut rien faire. Donc aujourd'hui, si vous vous rendez compte que votre enfant est tombé malade parce qu'il a bu une eau qui sortait d'un robinet quelconque et que vous avez suffisamment de courage, vous portez plainte. Vous portez plainte désormais. Parce que les maladies, moi je ne comprends pas pourquoi les ministères qui sont en relation, notamment le ministère de la Santé, qui aujourd'hui est en train de traiter le choléra, ne peut pas se retourner vers cette société en leur disant, mais attendez, faites un peu attention à l'eau que vous distribuez aux Camerounais, parce que le choléra, c'est de l'eau sale qu'on consomme. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas interpeller est-ce que les ménages camerounais aujourd'hui dans la globalité n'ont pas de l'eau? On n'en a pas. Et maintenant, pour ceux qui ont la possibilité d'en avoir et qui ne peuvent pas acheter de l'eau minérale, filtrez votre eau avec du coton. Si vous n'avez pas d'argent pour acheter un filtre, filtrez votre eau. Ça va
diminuer le risque de maladie. Alors, les Camerounais ont trouvé la bonne approche de Karine Sontia en espérant que les forages peuvent pallier bien sûr au problème d'eau. Qu'est-ce que vous vous en dites? C'est la bienvenue? Jusque-là, est-ce que ça marche partout? Il y a des localités où pour faire des forages, il faut encore beaucoup plus de moyens. Et puis, les forages sont restés l'apanage de nos élus. C'est-à-dire que quand ils le font à l'approche des campagnes électorales, après ils ne viennent pas prendre soin. C'est-à-dire que le forage, ça demande beaucoup d'entretien. Il faut venir nettoyer, il faut venir pomper et retirer de l'eau qui a stagné pendant longtemps. Il y a même des individus voilà. Aussi qui en ont chez eux. Hein. Oui, je dis bien, ceux qui ont chez eux, ils prennent la peine de temps en temps de vider complètement, nettoyer le contenant et de laisser que l'eau entre de nouveau. Donc ça demande beaucoup d'entretien. C'est pas juste parce que c'est du forage. Moi, j'aimerais plus m'intéresser à ce que nous donnent ces entreprises. Vous savez que généralement, lorsqu'il y a les coupures d'eau, on nous dit qu'il y a un faible débit des cours d'eau. C'est pour ça qu'on n'a plus de l'eau de manière courante. Du coup, en saison sèche, on s'amuse à nous couper de l'eau n'importe comment. Sauf que même en saison des pluies, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en saison sèche, on vous coupe de l'eau. En saison des pluies, on vous coupe aussi de l'eau. Il y a aussi la qualité même de ces installations, la vétusté de ces installations. Vous avez déjà vu les tuyaux de ces entreprises-là dans les quartiers. Comment est-ce que parfois, lorsqu'on veut donner de l'eau dans les ménages, les tuyaux sont presque à découvert. C'est pas enfoui dans le sol, c'est à découvert. Il suffit qu'une petite moto passe là et échoue, que le tuyau se casse. Et ça devient quoi? Alors, en fait, lorsque les tuyaux se cassent même dans les quartiers, c'est comme une aubaine pour les populations qui s'en réjouissent parce qu'au moins ils peuvent avoir de l'eau sensiblement sûre pour consommer et pour les ménages. Maintenant, il y a la qualité d'eau aussi qui est parfois très rougeâtre. Je suis allée à Yaoundé récemment et lorsque j'ai tourné le robinet, je me suis rendu compte vraiment de ce qu'on parle. Dans quel quartier là? J'étais à Biémassi. Très bien. Biémassi. Et je peux vous dire que l'eau vraiment là-bas, c'est pas très joli à voir. Maintenant, il y a qu'en 2005, concernant notamment la ville de Yaoundé, la CDE nous disait que la capacité de production d'eau était à 100 000 mètres cubes, ce qui était déjà insuffisant. Donc depuis 2005, ils ont dépassé, ils ont commencé à être inférieurs à ce que la ville de Yaoundé demande. Du coup, il y a des zones où on donnait de l'eau qu'à partir de 2 heures jusqu'à une certaine heure, on coupe. On va dans une autre localité, on donne d'1 heure à une certaine heure et on coupe. Donc vous voyez qu'il faut 60 000... car ils ont fait ce constat en 1988 et ils ont fait venir un Italien qu'on appelait Colavino. Ça les a dépassés. Donc en fait, non, j'étais pour appuyer votre... Voilà. Donc vous voyez la légèreté avec laquelle on gère cette situation d'eau. Ça fait que les besoins en eau augmentent parce que tous les jours les gens se déplacent, tous les jours les gens construisent des maisons, tous les jours les gens ont besoin de boire de l'eau. Il y a le besoin, mais il n'y a pas de l'eau. Vous allez justement poursuivre en deuxième partie avec nous, Karine Sontia. Madame, monsieur, merci à vous de rester sur Equinox Télévision. Une pause et s'impose. Bon retour, madame, messieurs. Deuxième partie, 10-12 le Zénith à l'instant, avec la grande famille, comme c'est le cas tous les jours. Nous tentons véritablement de comprendre la question de l'eau au Cameroun, exprimée dans la colère de Charles Battu ce matin. Et Karine Sontia, qui d'ailleurs avait la parole avant la petite pause marquée, nous faisait savoir quand même, pour elle, que c'est un problème assez urgent. Il faudrait très vite se lever et voir dans quelle mesure on pouvait en sortir. Alors, Karine Sontia, justement, en 1 minute, vous semblez également vouloir chuter sur cette question qui vous interpelle, vous aussi, la question de l'eau. Oui, la question de l'eau. Comme je le disais tantôt, en 2005, la capacité de production de la Camerounaise des eaux à Yaoundé a commencé à être inférieure. C'est-à-dire que les populations avaient besoin d'environ 160 000 mm3. Et pourtant, la Camerounaise des eaux ne fournissait que 100 000 mm3. Du coup, ils étaient obligés d'emprunter des mesures genre on donne 2 heures ici, on donne 2 heures là-bas, on coupe ici, on donne là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas que cette capacité a été renflouée parce que dans la ville de Yaoundé jusqu'aujourd'hui, il y a des coupures d'eau. Parfois, on coupe et on oublie. C'est-à-dire que les populations, c'est quand elles commencent à se plaindre, à faire des hashtags et autres sur les réseaux sociaux qu'on pense qu'il n'y avait pas de l'eau de ce côté-là. On vous entend parler, j'ai envie de dire, allez un peu à Emana, la zone de Emana, Messassi, et tout dit. Ahala également. Damas. Il n'y a pas d'eau là-bas. Il me souvient qu'une fois, il y a eu... Vraiment. Le Bodi.
Nicole Bisson, il n'y a pas d'eau à Yaoundé. Ils sont quand même sérieux. Alors, et justement, Charles Bachou, vous aviez justement mentionné cela. Dans la colère, gouverner, c'est prévoir. Et vous avez mentionné un prix, 3 000 milliards, qui aurait permis justement de refaire les châteaux d'eau. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays finalement? Monsieur Michel Ngachou, en 38 ans, souffrez que je le dise, nous avons passé le temps à patauger dans la boue. Beaucoup de personnes qui meurent au Cameroun décèdent à cause de la consommation d'eau, je vous assure. Beaucoup de personnes qui décèdent dans ce pays, beaucoup c'est lié à de l'eau, l'absence de l'eau. Mais imaginez-vous, on a eu des maires, ils n'ont rien fait. On a eu des députés, ils n'ont rien fait. On a eu des sénateurs, ils n'ont rien fait. On va aux élections régionales maintenant, on aura des présidents, ils feront quoi? Rien. Nous avons à Yaoundé plus de 75 km en termes de canalisation d'eau qui est vétuste. 75 km dans Yaoundé, dans le centre, si vous voulez, qui est vétuste. Toutes les canalisations. À une période, on cassait, on casse. Non, on vient mettre 2 petits mètres, on arrête, on referme parce qu'on allait faire la soudure. Vous faites la soudure sur un élément nouveau. Mais monsieur Michel Ngachou, regardez comment est-ce qu'on donne l'eau en France. Regardez le système de canalisation en France. Nous utilisons le système de canalisation qui date des années 70. Oui, mais en même temps... Des années 70, en même temps, tuyaux, demandons justement nos premiers délégués des gouvernements, comment est-ce qu'ils se sont employés justement à construire les villes, conscients qu'il y avait des réalités comme celle-là qui devaient arriver 30, 40, 50 ans après. Je pose juste la question. Ce n'est pas eux qui gèrent, vraiment, laissez ces différentes personnes. Lorsqu'on construit une ville, on ne pense pas... Vous avez laissé à Oboufre 20 ans comme directeur de la SNEC. C'était, on trouvait ses oncles, ses neveux, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils à la SNEC. 20 ans. 20 ans pour les laisser, c'était devenu une entreprise familiale. On peut travailler, parler de maintenance. On devrait arrêter même tous les gens qui ont travaillé sur le système au bout, on les met en prison. D'ailleurs, lui-même, avant qu'il le décède, c'est la mort qui l'a sauvé, qui a sauvé au bout, il allait en prison. Son DGA est sénateur. Alors, imaginez-vous, on confie, c'est ça, cette république. On confie, voilà, on parlait il n'y a pas longtemps du Fonds national de l'emploi. Depuis la création, c'est une personne. Demain, il va partir. Vous allez commencer à mettre oh, l'emploi. Mais voilà les personnes qui font enlever. Nous n'avons pas d'eau. C'est une méchanceté. C'est une méchanceté, c'est une volonté politique. Et c'est les militants de même parti. Le malheur, c'est que c'est les militants de même parti qui se retrouvent tous les jours en disant que le Cameroun va bien. Il a fallu qu'ils aillent au nord et qu'on voit ce qui arrive avec la qualité d'état de route. Mais c'est grave. Vous avez une ville, une zone comme l'extrême nord, monsieur Michel Ngachou. Les canalisations datent des années 60. Les canalisations, c'est les canalisations des Allemands. C'est les canalisations des Français. Il y a des endroits, même le simple service de maintenance. Vous allez à Bepanda, il y a des tuyaux qui lâchent. Vous appelez, on vous dit qu'il n'y a pas de voiture. Vous appelez, il n'y a pas de technicien. Quand vous insistez, on dit que monsieur, pardon, cherchez même un plombier au quartier, il va soulever. Je dis les gros tuyaux. L'eau peut couler pendant des jours, des mois et des mois. Personne ne se soucie. Vous avez des quartiers comme Malanguin, où depuis 8 mois, il n'y a pas d'eau qui coule. Un an même, l'eau ne coule pas à Malanguin. C'est conduit parfois à la dégradation justement de la chaussée. Ils disent que, très grave. Ils disent, monsieur Michel Ngachou, oui, il y a cette affaire de dégradation. C'est quand même inconcevable que sur un axe comme, je ne sais pas moi, un boulevard de la République, que lorsque Camtel veut venir creuser, on n'informe pas. Ils finissent de creuser, ils abandonnent les trous. Même devant Camtel, c'est pareil. Vous avez, non, je vous cite, vous avez les gars de la Camois et c'est Camois, quand ils viennent faire creuser, ils creusent et tout, ils abandonnent. L'eau coule, ça dégrade la chaussée. Mais on est dans un pays de laisser aller, de laisser faire. Si on a déjà les vieilles canalisations, on vous dit que les châteaux d'eau, le château d'eau de Bepanda, de Dedo. Bon, pas fermé, vous voulez qu'on fasse quoi quand ils mettent du bitume ou bien? On dit non. On devait remettre du bitume. On devait, lorsque vous finissez de creuser, c'est un fonds dans le budget qu'on enlève, qu'on prélève pour faire ces aménagements. Il est prévu. On devait avoir en principe des égouts dans notre ville pour gérer ce type de dossier. La route au-dessus, en bas des égouts. Vous savez qu'à Paris, il y a beaucoup de gens qui vivent dans les égouts. On a beaucoup de diasporiens qui vivent dans les égouts, monsieur Michel Ngachou, et qui sortent juste pour admirer Paris, prendre 2 photos et repartir vivre en dessous. Excusez-moi de vous dire, c'est la réalité. Quand vous dites que le château d'eau de Dedo est dépassé, il ne peut plus couvrir. Puisque c'est plus de 14 quartiers que le château d'eau de Dedo couvre.
Entrez maintenant dans la station de captage et de pompage. Vous allez vous rendre compte que les appareils, monsieur Michel Ngachou. J'ai discuté avec un technicien d'une station de pompage. Et il me dit qu'on est dans la soudure, de la soudure, de la ressoudure, de la soudure, de la soudure, de la soudure, de la trisoudure. On adapte et on remplace. Jamais on a payé un élément neuf. Vous voulez qu'on construise une république comment? Je vais vous relancer justement, Charles Labelle, sur la question, puisque vous parlez d'eau. Quand on fait le tour de l'ouest du Cameroun aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelle à l'époque des châteaux d'eau. Comme les scanwater. Il y a les scanwater. Oui. Est-ce que c'est encore fonctionnel aujourd'hui? Dans certaines zones, c'est fonctionnel. Dans certaines zones, c'est fonctionnel. Dans d'autres, c'est littéralement, même à l'est, hein, vous allez dans la zone de Galemendouga, vous allez dans la zone d'Ayos, vous allez retrouver des scanwater. Certains comités de développement, présidents des comités se lèvent et réhabilitent, d'autres abandonnent. On peut tirer un coup de chapeau au village Bakassa. Bakassa, ils sont partis, les élites se sont arrangés, les élites se sont arrangés, ils sont allés payer, on a tracé, on est parti, ils ont fait des tracés d'eau, on a mis les tuyaux jusqu'à la différents domiciles, ils ont attendu 5 ans, l'eau n'a jamais coulé à Bakassa. Un matin, ils se sont levés, ils ont dit, bon, cotisons l'argent, on fait notre château d'eau. À Bakassa, c'est la seule zone, ils ont fait pour Bakassa un château d'eau et ils ont ramifié. Aujourd'hui, vous arrivez à Bakassa, même le fou boit l'eau jusqu'à ce que la saisie. Donc, c'est pour dire que c'est des politiques qu'ils ont mis en place, ils ont fait venir des experts qui ont travaillé. Bon, on peut tirer un coup de chapeau puisque vous abordez la question des initiatives. Mais combien de personnes ont la possibilité d'avoir ce type d'initiative? Le forage sel, dans un quartier, vous allez retrouver qu'un individu a monté son petit forage. Un forage, excusez-moi, entre guillemets, abracadabra, parce qu'on n'a pas respecté, on n'a pas traité l'eau. Il y a des fines particules que même le coton, ces différents virus ou microbes, donc, j'estime que le Cameroun est en train de fauter. Ces 38 milliards qu'on est en train de mettre pour l'organisation des régionales, on aurait pu disséquer cet argent, faire des ramifications et permettre aux Camerounais d'avoir de l'eau. On voudrait aller plus loin, on voudrait plus loin pour dire effectivement que le CHAN se prépare, le CHAN arrive, les compétitions internationales arrivent au Cameroun. Quelle eau le Cameroun donnera-t-il aux étrangers qui seront en terre camerounaise? Quelle eau? On va faire des forages aux alentours des stades, dans les hôtels. Quelle eau va-t-on boire au Cameroun? C'est grave quand même. Allez, Karine Sontia, prenons bien sûr les messages de nos téléspectateurs pour lire leurs différents commentaires et leurs appréciations des sujets évoqués depuis ce matin. Natacha Kemenye, en tant que femme, je dirais à la jeune dame qu'elle n'aurait jamais dû quitter la maison familiale sans l'accord de ses parents pour aller vivre avec ce monsieur. En le faisant, elle a déjà plombé leur relation qui ne pourra pas durer. Quant à la colère de Charles Armel, il n'y a que Dieu pour nous aider. Un pays qui réussit le pari de privatiser la société d'eau et d'énergie a abandonné sa population. C'est Madame Moifo depuis Libreville qui nous écrit ce matin. Alors, sortons des églises et des bars, allons dans la rue manifester. Aurélie Flore. Le fait d'être mariée ne fait pas d'elle une femme moins ambitieuse. La carrière n'empêche pas l'épanouissement social. Tout n'est que question d'organisation. Sauf que dans ce cas, effectivement, ses ambitions de carrière seront un problème. Elle veut voyager, le monsieur ne veut pas. C'est pour ça que Candice Bushnell a dit que certaines femmes ne sont pas faites pour être apprivoisées. Elles ont besoin de courir libre jusqu'à ce qu'un homme aussi sauvage qu'elle les retrouve et pour que les deux courent ensemble. Comme pour dire qu'il faut être deux pour pouvoir voir les choses de la même façon. Ouais. Mon grand-père disait, parce que parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Très beau. Le livre des féministes. Mon grand-père disait qu'il y a deux types d'êtres, les hommes arbres et les hommes oiseaux. Les hommes arbres, ça fait grand H. Les hommes oiseaux ne sont appelés à ne pas se marier. Les hommes arbres sont appelés à s'enraciner et à faire une vie sur place. Si elle a choisi d'être homme oiseau, eh bien qu'elle vole. Qu'elle vole. Lorsqu'elle va s'écrouler, c'est dans une mer. Voilà, moi je tire la conclusion de ce que Dominique Audrey a développé comme le mariage est une fin en soi. Il suffit seulement d'attendre son homme et on le trouvera. Voilà. Non. Oui, parce que si faut attendre le sauvage, si vous êtes sauvage, attendez le sauvage. Non, écoute. Non, c'est magnifique. Les messages. La citation est belle, n'est-ce pas? Elle était très belle. Le mariage est une fin en soi. Ça, c'est l'interprétation des Bantous. Oui, mais le sauvage arrive. Vous savez que les Bantous réussissent à tout apprivoiser. Carré les messages.
Moi, j'avais 23 ans, bac plus 5 et je rêvais au mariage à 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 39 ans célibataire. Je n'ai aucune proposition de mariage pour dire que j'ai refusé tout engagement. Chacun son histoire. Logique. Moi, ton histoire va Il faut envoyer ton histoire. Non, en fait, pour vous aider, vous les femmes, parce que je vois des considérations débridées. Lisez, je pense que c'était le 5 décembre dernier. Vous pouvez trouver ça dans le site de JDD, le JDD de 5 septembre dernier, de Elisabeth Badinter. Elle a fait une publication contre le néo-féminisme guerrier. Vous allez trouver, puisque en fait, je vois les femmes ont des communications débridées. Allez lire Elisabeth Badinter contre le féminisme guerrier. Vous pouvez regarder beaucoup de ses livres aussi, parce que voilà une femme mariée qui est à l'avant-garde du mouvement féministe que vous êtes en train de dévoyer aujourd'hui. Elle a repositionné. Notamment, elle a écrit un autre livre qui va dans votre sens, parce qu'elle critiquait un peu la considération bantou qu'elle ne connaît pas. Elle disait... Non, le livre est quand même intéressant. C'est l'un et l'autre. L'un et l'autre, les relations entre hommes et femmes. Ça aussi, vous pouvez trouver. Elle vit encore. Donc, en réalité... Les féministes n'ont pas dit que le mariage n'est pas besoin. Non, le débat n'est pas au niveau des féministes, je vous en prie. Ok. Oui, je vous en prie. Non, le débat n'est pas au niveau des féministes. Et Achal, la mec qui va rebondir la version justement de l'auditeur. Je voulais te dire juste une chose, monsieur Michel Ngatiou. J'invite toutes les femmes qui épousent les idées féministes de l'Occident rentrer dans la connaissance des pratiques ancestrales, de comment est la position de la femme, avant de procéder par comparaison. À défaut de ça, vous allez vous perdre dans des conjectures. Prendre ce qu'on dit de l'Occident pour vérité, c'est estimer que vous n'avez pas un passé. Or, le passé de la femme africaine a été l'un des plus glorieux, parce que la femme, en tout acte et en toute action, a toujours été devant, que ce soit dans le ménage, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'administration, la femme a toujours été devant. C'est resté dans le passé, parce qu'aujourd'hui, on a ces hommes. Mais chez la mère et moi, on applique, on a un exemple du passé. On applique ça et vous voyez tout le monde. Comme on dit souvent, c'est à la télé, c'est resté dans le passé, parce qu'aujourd'hui, en Mondovision, on voit comment vous traitez vos femmes africaines en Afrique, au Cameroun. Non, je suis désolée. En Occident, tout ce qu'on demande à partir du féminisme, c'est de traiter les femmes comme des êtres humains normaux. C'est tout. Le féminisme n'est pas contre le mariage. Le féminisme n'est pas contre l'éducation. Le féminisme n'est pas contre la cuisine. Donc ne prenez pas le bout qui vous arrange. Une femme libre est différente d'une femme légère. Comment on veut nous faire croire ici que le féminisme veut dire que libéralisation du sexe? Non. Voilà une. On est parti de celle qui disait, elle avait même programmé qu'elle allait se marier à 25 ans. Elle est à 39. Maman, sauf que ne va pas à l'église, parce que tu vas te perdre. Si il faut venir, moi je te bénis. Tu vas trouver le mariage avant 40 ans. Je prends l'engagement. Dans 6 mois. Voilà, dans 6 mois. Viens ma fille. Voilà, c'est ça le féminisme. Un programme que, comme je vais terminer mes études là, bac plus 5, 2 ans après, je travaille 1 an et demi, après je me marie. C'est l'exemple du féminisme. Et vous allez vous rendre compte que la majeure partie des jeunes filles, des jeunes étudiantes, parce que je les rencontre tout le temps, elles organisent des séminaires, elles nous appellent pour venir discuter. Mais c'est des filles qui sont à côté de la plaque. Elles rêvent dans une conception. Elles oublient que la femme aujourd'hui, en Europe, le système occidental voulait que la femme dote l'homme. La femme se retrouve aujourd'hui à doter l'homme en Europe parce qu'à une certaine période, les hommes étaient morts pendant la guerre. Les hommes sont décédés, il n'y avait plus d'hommes. C'était une question de choix. Les femmes ne savent pas qu'aujourd'hui, la question de les fleurs, vous voyez aujourd'hui, on donne les fleurs. Pendant la période de la peste, les corps étaient jonchés sur le sol. Les villes sentaient tellement que pour adoucir ces odeurs, on prenait des fleurs qu'on collait sur les narines. D'où le rôle des fleurs. Aujourd'hui, on accepte, tu ne m'offres pas de fleurs. Ils ne connaissent pas de signification. Elles se jettent comme ça, monsieur Michel. Comme la fille de l'histoire du jour, là. Charles Lamel, de moi, on offre les fleurs comme vous offrez les fleurs. Non, mais écoutez, en même temps, écoutez, on va faire sérieux. Mais j'ai vu ça le 14 février. Comment, Dominique, vous faites comme si vous en avez demandé à vos gars. Permettez. On va passer à autre chose. A acheté pour elle ici une rose en bas au pied de Kina. Merci beaucoup. Merci pour le sourire. Merci pour... Allez, madame, monsieur, restons ensemble sur Equinox Télévision avec Gisèle au Zénith.
Et vraiment, c'est le talk show, on s'amuse en même temps, mais surtout on essaie de comprendre la réalité de ce pays et tout ce qui gravite autour du Cameroun. La revue des réseaux sociaux, c'est maintenant. Karine Santé, justement, pour nous, a sélectionné non seulement des images, mais surtout des sujets qui fâchent un tout petit peu. Karine. Oui, dans une vidéo qui fait le tour de la toile depuis plusieurs jours, je l'ai dit à l'entame de l'émission, une femme qui puise de l'eau dans un étang. On ne sait pas si c'est un marigot ou quoi que ce soit. Sauf qu'elle répond aux questions de quelqu'un qui l'interviewe. Et on vous permet aussi d'écouter cette interview avec nous. Avec le concours de la rédaction, on pourra écouter ce que dit la femme dans cette vidéo. Voilà ça. Et maire de Warakam Galona, le maire, les députés, ils viennent ici. Et quand la campagne se passe, vous faites comment? Et quand il envoie, il vous promet quoi? Il vous promet le fourrage ou bien il ne promet rien? Il a promis. Mais il n'a jamais fait. Ok. Cette vidéo, lorsque vous entendez ce que cette femme dit, vous vous rappelez encore de tout ce qui se passe dans cette localité. Imaginez-vous que nous soyons en période d'inondation et que les puits d'eau ou encore ces semblants, puisque nous sommes en période d'inondation, oui, en période d'inondation, ces semblants, comment je vais dire ça, ces mares d'eau soient encore inondées, et pourtant ce sont ces mares d'eau qui servent d'eau potable aux populations. Comment est-ce que elles vont se sentir au quotidien? Les maladies hydriques, le choléra et autres, comment est-ce qu'elles vivent au quotidien? Et maintenant sur la toile, les gens sont fatigués de commenter à chaque fois des actualités qui viennent de cette région-là avec de tels dégâts. Et on interpelle encore justement l'autorité, bon Bengan, les maires, il y a des élus locaux là-bas, non? Les maires, les députés, est-ce qu'ils ne voient pas ça? Les sénateurs. Les sénateurs, est-ce qu'ils ne voient pas justement les réalités de ces populations? Là, nous sommes justement à l'extrême nord du Cameroun, vous nous dites très bien, Karine. Mais c'est des élites qui vivent à Yaoundé, ils n'ont rien de commun avec eux. Peut-être c'est le sang qui coule dans leurs veines, ils n'ont rien de commun. Et la langue peut-être. Voilà, ils arrivent là, ils parlent la langue, et après ils rentrent à Yaoundé. Il y en a même qui n'ont pas de maison chez eux, ils dorment à l'hôtel. Mais ils sont des élus locaux, je peux citer des noms. Donc, ils dorment dans les hôtels parce que les élites à Yaoundé les ont cooptés dans les regroupements qu'on appelle, parce qu'il était président ou membre du bureau de l'association des élèves et étudiants du Grand Nord. Voilà, on le coopte à Yaoundé et on dit, bon voilà, on peut te confier, c'est tout, c'est aussi simple. Comment se fait-il que le chef de l'État lui-même, il promet 5 000 pour il ne donne pas? C'est-à-dire que lui-même, le chef de l'État a promis 5 000 forages et il n'a jamais donné. Il n'y a rien. Mais peut-être dans 30 ans encore, vous savez, voilà. On a promis Lions et Nontable, on a fait 30 ans pour leur donner leur... voilà. Qui va donc rappeler? Le président de l'Assemblée nationale est du Grand Nord. Il est resté pendant longtemps la deuxième personnalité de l'État. Vous parlez de Tokombéré? Il est resté pendant longtemps. Avant, le monsieur Niaté est arrivé hier en 2013. Pendant tout ce temps, il était la deuxième personnalité de l'État. Il ne fait rien, il ne donne rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Et il lui a dit, la fille aînée du renouveau. Bon, la fille aînée du renouveau a été abandonnée ou alors maudite par son papa. On peut revoir les images peut-être de cette fille aînée du renouveau. C'est-à-dire qu'en regardant ces images de cette femme qui se ramasse de l'eau, et on se demande véritablement, est-ce que ce n'est pas de nature à énerver les Camerounais? Parce que on ne peut pas comprendre quand même. Il faut bon qu'ils s'énervent parce qu'en réalité... Est-ce que c'est pas naturel? Lorsqu'on vous parle des plans quinquennaux, le troisième plan quinquennal, 1972-1973, avait été marqué par la sécheresse en 1962 dans le Grand Nord. On a donc créé l'opération Sahel Vert. Dans l'opération Sahel Vert, il fallait arrêter la poussée du désert, cultiver les arbres, mais également procéder à l'irrigation. C'est d'ailleurs l'un des Camerounais docteurs en sciences physiques, option hydraulique de l'université de Yaoundé, les premières promotions, qui est resté pendant, je pense, 20 ans, secrétaire permanent de la commission du bassin du lac Tchad. Parce que quand vous entendez parler du barrage de Lac d'Eau, en fait, le barrage de Lac d'Eau, ce n'était pas pour la production de l'électricité au départ, c'était pour le développement de l'agriculture. Donc, il fallait les recaser à côté des zones où on peut procéder à l'agriculture pour faire l'irrigation
de telle manière que la province du Nord, c'est comme ça que nous on l'appelait à l'époque, effectivement, ait la possibilité d'abord de modifier leur habitation, de modifier donc parce qu'ils ont des styles d'habitation qu'on fallait donc loger. On connaît les cours d'eau, on connaît à peu près à quel moment les inondations arrivent. Mais surtout, à l'époque, il y avait également les stations météo. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe encore des stations météo aussi. Donc, il y avait donc tout un programme. Le gouvernement, l'État de Cameroun commence à aménager. Mais quand le renouveau arrive, on cite bien comme idole son illustre prédécesseur, mais on décide de tout tuer, de faire comme si c'était un désert, il n'y a rien. Donc même les petits lots d'investissement qu'il y avait, au lieu de continuer, on a tout détruit. C'est fou, et il faut le dire justement, de croire que parce qu'on est au pouvoir aujourd'hui, on a fait 38 ans, on va balayer d'un revers de la main ce que son prédécesseur a fait. Et 38 ans après, lorsqu'on regarde le bilan, ce que vous-même vous avez laissé, il est néant et il est nul. Finalement, on a le sentiment aujourd'hui que les actions du prédécesseur étaient salutaires parce que jusqu'à présent, le souvenir des Camerounais, c'est que, ouais, qu'est-ce qu'on fait justement du type si pour le réveiller, pour qu'il revienne nous remettre au Cameroun où c'était avant? Charles a même battu. Ce qu'il pouvait faire, il a déjà fait. Qui a déjà fait? Ce qu'il pouvait faire, ce qui reste à faire, il ne pourra plus, monsieur. C'est très grave. Vraiment, il faut pas... Je voudrais bien que vous regardiez... Non, Charles il fallait terminer la citation. Oui. Et on connaît, quand on ne peut pas, on laisse. Je voudrais que vous regardiez l'image. Si la régie peut renvoyer l'image, vous avez puisé souvent l'eau au village. Oui. Quand vous allez puiser l'eau au village, il y a un geste qu'elle a fait avant de ramasser l'eau. Regardez très bien ce geste qu'elle a posé avant de puiser de l'eau. Regardez ce qu'elle a fait. Non, il faudrait que les gens voient. Regardez ce qu'elle fait avant de puiser de l'eau. Le geste... Regardez. Un et deux. Elle puise de l'eau. Ouais. Ça suppose qu'il y a des particules. Il y a des tétards. Il y a des saletés. L'eau n'est pas couverte. Je tiens à vous préciser que ça fait plus de 8 ans que la ville de Kaélé... Pardon? Ça n'arrange rien. Ah, l'une des villes les plus bien construites. Kaélé n'a pas d'eau. Oui, tout à fait. Kaélé n'a pas d'eau. Je dis à Mondo Vision, les gens de Kaélé vont vous répondre. Kaélé ne coule pas d'eau. Mais on a un bâtiment à Douala, on dit c'est le siège de Kamwata ou tout ce que vous voulez. Mais dans les différentes zones, ça n'existe pas, monsieur Michel. Mais que font donc les délégués régionaux, départementaux, de EDC, de Kamwata, du ministère des Eaux? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils rasent les murs. Ils sont à la recherche des abonnés. Cette année, nous avons eu 17 000 abonnés. C'est prouve qu'effectivement, Kamwata travaille. Est-ce que les 17 000 abonnés ont de l'eau? Ce n'est pas là leur préoccupation. Voilà une femme. Les chiens boivent là-bas. Les chèvres. Les chèvres boivent là-bas. Les rats, oui. Il faut le dire, il faut qu'on dise que les animaux, c'est là où on amène les animaux. Et lorsque vous voyez, c'est du calcaire. C'est du calcaire. Imaginez donc les poumons de cette femme. Imaginez l'enfant qu'elle porte. Elle est certainement en train d'allaiter l'enfant qu'elle a au dos. Quel type de lait peut couler de la mamelle de cette maman qui consomme cette qualité d'eau? On va vous dire que le choléra... On va dire, comme avait dit le ministre André Mamafouda lorsqu'il était descendu au nord, il s'était placé devant tous les gens en disant que le choléra, c'est la maladie de la saleté. Vous avez le choléra parce que vous êtes sale. Ça, qui donne cette saleté? Qui pousse les populations à se retrouver dans cette saleté? Ne vous énervez pas sur la mêle. On sait suffisamment en colère. Monsieur Michel Ngachou, en 38 ans, on a suffisamment fait mal au peuple. Si les maires n'ont rien pu faire, les députés n'ont rien pu faire, les sénateurs n'ont rien pu faire, ce n'est pas le président des régions. Et je continue à le dire, ce serait une hérésie encore d'aller avec ces histoires d'élections régionales, tant qu'on a des sénateurs qui ont de l'argent qui ne font rien pour la région. Comment appréciez-vous ces images de Dominique Audrey, justement du Nord Cameroun? Oui. Êtes-vous aussi outré que Charles a même battu ce matin? Oui, c'est justement en pensant à ça également, dans la continuité de la colère de M. Bachou, que je disais que les Camerounais doivent porter plainte. Où est passé le mouvement? Vous avez parlé d'un mouvement ici. 10 millions de nordistes de Liba Ngatama. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ce mouvement? Vous aimez tous les concepts au Cameroun. On est dans un concept de paupérisation, vous venez avec un concept de... Non, mais ils sont censés porter la loi. Les concepts vont se tuer. Ils sont censés porter la... Non, ils vous ont... On va leur dire le mandat. Non, ils viennent à peine... On parle des élus. Ils viennent... Non, mais ils se plaignent de l'État, ils se plaignent de la gestion de l'État, ils se plaignent du fait du regard qu'on a du Grand Nord sur les populations. Okay. Dominique Audrey, voilà donc un problème que la population du Grand Nord rencontre. Moi, j'aurais bien aimé les voir
manifester, pas pour dire merci. Manifester pour dire que chez nous, on doit avoir de l'eau parce que là, on a besoin aussi des postes, on a besoin de machin aussi, on a besoin que le Grand Nord ait ceci. Vous ne réclamez pas les écoles. Vous ne réclamez pas de l'eau. Vous ne faites pas de revendications auprès de vos élus de chez vous, là-bas. Mais vous voulez autre chose. Donc, encore une fois, c'était comme pour dire que vraiment, ce mouvement, s'il ne peut pas s'assurer que là-bas, au moins, je ne vais même pas finir, je vais demander, le plan triennal visait à donner des forages. 3000 forages. Où en est-on? Et je suis un peu d'accord avec les personnes qui disent qu'on ne devrait même pas parler de ce problème-là. Mais bon, les sentiments, le cœur, c'est comme ça. On va quand même parler parce que ça fait mal. Mais il faut quand même avouer que nos frères de cette région-là continuent d'être les personnes qui votent le plus pour ces personnes qui ne vous donnent pas de l'eau. Non, c'est pas vrai. Non. La preuve, l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui avait au sein de son camp, a déjà perdu les élections au moins. Il ne serait plus au persuadé. On sait comment il a brûlé. On sait comment ça se passe là-bas. C'est assez compliqué. Mais la dame a mentionné qu'ils ont un élu qui arrive là-bas, qui leur fait des trucs. Mais laisse-qu'on vienne promettre, ça, ils donnent leur voix. Monsieur Michel Ngachou, ce que vous appelez 10 millions de nordistes, c'est des individus qui veulent se faire passer pour des élites. Attendez, pour des élites. Vous ne le ferez pas de pub. Non, je dis pour des élites. C'est vous qui avez parlé de... Je vais parler de... C'est Dominique Ils veulent se faire passer pour des élites. Or, la politique, ce que nous, Bombok et moi, nous disons sur ce plateau, c'est que l'élite est très dangereuse. Il faut tuer l'élite. L'élite est dangereuse pour le développement. Encore pour les pays pauvres. Encore pour les pays pauvres. On n'a pas besoin d'élite. L'élite est une personne qui vient se cacher derrière les populations pour défendre ses intérêts. S'arroger les pouvoirs des choses qu'il n'a pas compris. Mais c'est difficile aujourd'hui parce que l'élite, justement, est au cœur des décisions des collectivités, qu'elles soient territoriales. Non, mais dans cette localité-là, il y a des élites. Il y en a tellement. Mais jusqu'aujourd'hui, depuis 30 ans, donc à quoi les élites, justement, c'est ce que Charles a dit. C'est pour ça que je dis que c'est un concept à bannir. On a déjà les élus et c'est suffisant pour demander des comptes. On a un maire, on a les conseillers municipaux, on a les sénateurs, on a les députés. Ça suffit pour avoir 30 forages. Merci beaucoup. On reprend le deuxième sujet qui a sorti. Je vous en prie. Le deuxième sujet s'intéresse à ce document signé le 8 septembre 2020 par le général de brigade Ekongwese Divine, commissaire divisionnaire Gousmo Emile et le général de brigade Cavalère pour informer les populations de Bamenda, et environ qu'une opération baptisée Bamenda Clean a été lancée sous instruction du haut commandement et le but protéger, sécuriser les populations de la ville en réponse aux attaques perpétrées par les terroristes et criminels tels que les vols, pillages, les braquages des banques, magasins et assassinats des civils et des hommes en tenue dans la ville de Bamenda. C'est de nature justement, Mohamed Bengan, à ramener la sérénité à Bamenda moins, mais Bamenda le concept Bamenda Clean ne fait-il pas peur? D'abord, il n'y aura pas de sérénité. Les hommes en tenue n'ont jamais apporté la sérénité. Ils sont dans les casernes. À la limite, on peut voir la police, la gendarmerie dans des endroits précis. Lorsque le militaire vient, la sérénité, c'est où? Première chose. Deuxième chose, ils sont arrivés. Bon, nous, on ne peut pas quand même demander aux forces de défense et de sécurité de ne pas obéir au chef. Ça veut dire qu'on va leur demander de faire un coup d'État. À ce moment-là, moi, je me plie donc du côté du commandant en chef de l'armée, en lui disant, non, monsieur le président de la République, ce n'est pas comme ça. Vous allez pacifier la région, mais ce sera comme un cimetière. C'est-à-dire qu'il y aura des gens morts, enfouis sur terre, donc comme un cimetière, et ceux qui sont vivants viendront seulement se recueillir sur les tombes. Donc, ils n'auront même plus à penser développement. Ils n'auront plus à penser à venir. Disons seulement que mon tour, c'est quand. Et vous avez vu les films chinois, non? Voilà. Un enfant de 4 ans, quand tu es ton père, quand il a enlevé le rideau, il guettait, voilà, et il commençait les entraînements dès le lendemain pour venir venger son père. Donc c'est ça qui va se passer dans les régions du nord et sud-ouest. Donc maintenant on va dire, on va pacifier. Les élections sont passées dans de très bonnes conditions. Les gars qui sont à Bonaberi là, à Fongo Tongo, ils sont en train de guetter là. Et même à Bamenda dit que bon, un jour.
Donc, lorsque les associations, ils auront 40 ans, 20 ans, on dit, j'ai vu comment on a tué mon père, comment on avait tué mon grand frère. Très bien. Ma grande sœur avait été contrainte assise. D'abord, mon grand-père était resté au village. Je ne sais même pas quand il était mort, si les hyènes ont bouffé ses œufs, va dire, ces gars-là, je vais... Donc, c'est ça qu'on ne souhaite pas qu'il arrive. Le temps, il faudrait qu'on fasse une position politique. Mais comme la France, parce que moi, j'identifie l'ennemi du Cameroun, c'est la France qui amène le gouvernement camerounais à cela. Il faut donc que les opposants, la société civile et tout le monde, on commence à s'ériger contre la France, qui a demandé au JICAM ici, parce que le Drian, quand il a tenu son discours au JICAM, en demandant aux opérateurs économiques de s'apprêter à investir, mais il investit dans une zone de guerre. C'est bien compliqué quand même. Charles Hamel, quand même, quand les forces de défense se mettent ensemble, en union, pour pacifier une zone comme celle-là, qu'est-ce qu'on fait de dégâts collatéraux? Vous avez commencé par chercher l'appellation. Commandement opérationnel, je préfère vous le donner comme ça. Comment? Bamen Daklin? Oui, commandement opérationnel. Espèce de commandement opérationnel. Oui, qui va se mettre, il faut nettoyer, monsieur Michel Ngachou. Pacifier. Non, je ne veux pas employer l'expression pacifier. Bon, il faut nettoyer comme la racaille, entre guillemets, cet objectif. Sauf que, en ce moment, nous avons des populations qui sont complètement meurtries. Nous avons des populations qui ont de la peine à manger. Nous avons des populations qui ont des doigts accusateurs. Vous êtes en larmes. Vous n'avez pas pu faire le deuil de vos personnes disparues. On vous parle d'une telle opération. Cette opération va demander un couvre-feu. Cette opération va demander que toutes les machettes et tout ce que vous avez, vous commencez à jeter. Cette opération va faire en sorte que toute personne qu'on vient attraper, la riposte pourra être que c'est vous qui avez vendu. Des deux camps, il y aura une sorte de bataille. Une le jour, l'autre la nuit. Et au centre, qu'est-ce qu'il y aura? Les populations qui vont se retrouver à perdre. Notre rêve, M. Michel Ngachou, et nous allons le dire, appeler les différentes parties, discuter. On l'a vu dans tous les pays au monde. À un moment donné en Colombie, on a dit là, vraiment, jetons les armes, asseyons-nous. Trop de personnes sont mortes, trop de déplacés. On a trop de déplacés. Douala ne parvient plus à contenir, ça ne va pas. S'il faudra encore qu'on descende par là, vous allez entendre chaque jour crépitement. Ça fait 2016, monsieur Michel Ngachou, 2016 à 2020, c'est beaucoup, ça fait 4 ans. On sort d'un Garbou le 14 février. Le chef de l'État a prescrit qu'on fait une autopsie, qu'on enterre dignement ces personnes et qu'on indemnise. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu une cérémonie où on a indemnisé. Plutôt, sur le lieu où il y avait les Chani, on allait construire un camp, une base militaire. Là où il y a eu les massacres, on a construit une base militaire. J'estime que vraiment, il faudrait qu'on s'asseye, qu'on discute sereinement, posément. Non pas que la main ne doit pas faire son travail, elle doit faire son travail, mais pour le moment, vraiment que les politiciens s'asseyent, discutent avec les différentes parties. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça, Dominique Audrey. Vous-même vous le dites, on ne veut plus de ça. Non, on ne veut plus de ça, Michel. Rappelez-vous de la vidéo qu'on a vue la semaine dernière. C'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. Mais maintenant, les populations partaient de là. On va seulement se superposer à Douala. On va faire comment? On va se superposer à Yaoundé. Non, mais ils vont à Yaoundé. On a lancé la campagne qu'on avait lancée à Yaoundé. Ils ont tous débarqué sur Douala, je peux vous l'assurer. La campagne qu'on avait lancée à Milik, Obili et tout, et qu'on sort, ils ont fui. Ils sont sur Douala, j'en ai rencontré plusieurs. On fait comment alors? On ne peut pas, vous ne pouvez pas rester là-bas parce que le risque c'est qu'ils meurent. Moi j'ai l'impression que c'est en préparation à ces élections qu'on a décidé de lancer cette opération. Vous voyez qu'il n'y avait pas d'opportunité de le faire là-bas. À quel point on est prêt à aller? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier simplement pour avoir ces conseillers ou délégués, conseillers régionaux, machin chose là, qui vont conseiller, qui ils vont servir à quoi, étant entendu que les villages seront vides et qu'il n'y aura personne là-bas? Vraiment, c'est trop fort, Michel. Moi, je ne sais pas comment les Camerounais on peut faire, mais aujourd'hui, les politiques ne font rien. Nos hommes politiques ne font rien. Ils se contentent de faire des tweets. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils bavardent sur les plateaux, ils ne font rien. Maintenant, c'est nous. Ce sont nos frères. Moi, je ne sais pas si vous avez de la famille là-bas. Moi, j'en ai. Peut-être, Michel, aussi, vous en avez. Tout le monde a la famille partout là-bas. Imaginez que c'est votre frère. Qu'est-ce qu'on fait? On est tous au Cameroun. D'une manière ou d'une autre, nous avons des ramifications à l'extrême nord, au nord-ouest, au sud-ouest, parce qu'on a de la famille là-bas. Donc la solution, c'est à nous de la trouver. Oui. C'est aux Camerounais de dire stop.
Qu'est-ce que les Camerounais ont fait pour qu'on arrête de tuer là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup, Dominique Audrey. Madame, Monsieur, vous le savez, le Cameroun bouge énormément. Et le regard, c'est aussi en dehors des politiques vers les Camerounais. Vous le savez, une marche, dit-on, est prévue pacifiquement dans les jours à venir, où les Camerounais devraient aussi se lever parce que les textes le permettent au Cameroun. Les textes les permettent au Cameroun. Et comment les Camerounais peuvent-ils porter leur voix afin de résoudre justement la crise dans les régions nord et sud-est Cameroun? Parlons justement de ce projet Bamenda Clean. N'est-il pas plus dangereux que ce à quoi on aurait bien espéré? Est-ce que le politique ne pouvait pas s'asseoir véritablement? Est-ce que le commandant en chef lui-même qui se lève et donne des injonctions, parlons justement de commandement supérieur, à ceux-là qui sont sur le terrain, est-ce qu'il n'a pas conscience qu'il continue encore de mener la guerre contre son propre peuple? Merci à vous de rester présents sur Equinox. Dans un instant, marquons une pause et allons saluer Consti Lamine qui nous retrouve ce matin, le concept Salaka. Consti Lamine, bonjour. Vous nous revenez avec Von Bio, c'est ça? Bien entendu, Michel. Bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du magasin 1001 Tapis et à tous les clients du concept Salaka. Nous sommes bel et bien le mercredi 9 septembre 2020. Vous avez encore 3 jours pour vivre la double réduction du côté du magasin 1001 Tapis. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que cette double réduction est valable sur tous les produits qui sont en vente du côté du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Et cette offre est également valable pour tous les clients du concept Salaka, que ce soit hors de la ville de Douala, que ce soit hors du Cameroun, hors de l'Afrique. Tous ces clients bénéficient des mêmes avantages que les clients qui sont du côté de Douala. Les numéros de téléphone, vous les avez. Les modalités de paiement, les modalités de livraison, vous les connaissez déjà. Pour ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala. Et ce matin, avec le concours de la réalisation, nous allons tout de suite annoncer cette très très bonne nouvelle à tous nos téléspectateurs. Après donc un mois de rupture de stock, après un mois de pénurie, la pommade contre les hémorroïdes est de retour au magasin 1001 Tapis depuis ce mercredi matin. On a reçu l'arrivage hier, on a retiré c'est-à-dire ce stock du côté de l'aéroport international de Douala. Ça n'a pas été facile pour nous de commander ces pommades quand on sait que les frontières sont fermées. Ce n'est plus très évident de faire venir les marchandises de l'extérieur pour le Cameroun. Mais comme le concept Salaka a des partenaires solides, comme le concept Salaka a des partenaires sérieux, raison pour laquelle ce matin, on a reçu un nouveau stock des pommades contre les hémorroïdes. C'est donc l'occasion d'attirer l'attention de tous ces patients, d'attirer l'attention de tous ceux-là qui sont déjà les utilisateurs de cette pommade qui fait déjà la fierté de plus d'une personne au Cameroun et en Afrique et même en Europe. Il faut rappeler qu'on a des familles qui nous regardent en Angleterre, qui nous regardent en Italie, qui nous regardent au Canada, qui depuis leur pays passent la commande de cette pommade et nous mettons tous les moyens pour expédier cette pommade vers l'étranger. Donc n'attendez pas la fin du stock, c'est l'occasion plus que jamais de venir acheter autant de pommades parce qu'elle se conserve pendant plusieurs années, cette pommade contre les hémorroïdes. Et j'attire l'attention des transporteurs, les taximens, les bensikineurs, de ceux-là qui passent le temps assis longtemps, parce qu'à force de s'asseoir, que ce soit les caissières, que ce soit les taximens, les transporteurs, on peut être victime d'une hémorroïde et même ce que nous consommons peut également donner les hémorroïdes, raison pour laquelle je vous invite bel et bien à venir au magasin 1001 Tapis et d'acheter la pommade contre les hémorroïdes qui est bel et bien de retour au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. À côté bien sûr de cette pommade contre les hémorroïdes, on parle encore ce mercredi matin de notre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Oui, ce complément alimentaire qui permet d'assouplir les articulations, ce complément alimentaire qui permet de stabiliser notre tension, ce complément alimentaire qui permet de nous prévenir contre les AVC, de nous prévenir contre l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 permet également de purifier notre sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous donner la bonne humeur en longueur de journée. C'est un complément alimentaire de qualité supérieure. C'est un complément alimentaire qui fait la fierté de tous ces consommateurs, que ce soit les personnes du troisième âge, les adolescents, les adultes, tous ceux qui le consomment aujourd'hui sont
tellement satisfaits. Et je rappelle que ce Von Bio a une particularité d'être également un complément alimentaire préventif. Oui, n'attendez pas à avoir l'AVC, n'attendez pas à avoir le diabète pour se mettre à consommer le Von Bio Oméga 3. Chacun peut le consommer, même ceux qui ne sont pas malades. Alors, et parlons donc du prix. Le prix normal de la promotion est de 6 000, votre Von Bio Oméga 3. Mais dans le cadre de la double réduction qui s'achève ce vendredi, 11 septembre 2020 à 18 € au magasin Milen Tapi, vous aviez encore la possibilité d'acheter votre Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs. On parle également de ce lait de toilette pour diabétiques. Alors, comment l'utiliser? Vous appliquerez ce lait de toilette 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps après chaque bain. Oui, c'est important de se oindre, c'est important d'entretenir la peau des diabétiques, raison pour laquelle vous avez ce lait de toilette pour diabétiques qui coûte normalement 6 000, mais dans le cadre de la double réduction, vous l'avez bien entendu à 5 500 francs du côté du magasin 1001 Tapis. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez le concept Salaka de lundi à dimanche, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, nous répondons aux appels et nous sommes à l'écoute de notre clientèle. Et je ne saurais partir sans rappeler à tous ces clients, s'il vous plaît, soyez conscients, soyez prudents, soyez prévoyants, arrêtez d'utiliser n'importe quoi quand vous avez les hémorroïdes. Faites confiance au concept Salaka parce que cette pommade, elle marche vraiment. Ils sont tellement nombreux qui ont retrouvé le sourire. Ils sont nombreux qui sont aujourd'hui les ambassadeurs de cette pommade contre les hémorroïdes. La voici, à ne pas confondre avec n'importe quoi. Le seul endroit où elle peut se vendre, c'est au magasin 1001 Tapis à Douala, au Cameroun. Merci Consti Lamine d'être passé encore là ce matin avec le concept Salaka et surtout nous parler de Von Bio. Dans un instant, madame et messieurs, nous poursuivons avec la lecture de vos nombreux commentaires laissés sur les plateformes connues, 10-12 le Zénith ou encore Equinox Télévision. Karine Santia, c'est un exercice qui vous concerne tous les matins ici. 38 milliards pour les régionales, 70 milliards pour les municipales et législatives, 50 milliards pour la présidentielle, 158 milliards pour les élections dans un pays avec des problèmes d'eau potable et énergie électrique. Ça donne le tournis. Voilà, c'est le Cameroun, hein? C'est le Cameroun ça. Monsieur Mbachou, il y a des hommes arbres et des hommes oiseaux. Je dis, quand vous dites à 26 ans, on est vieille pour se marier, elle est encore quoi? Femme oiseau. Et si elle est femme arbre et qu'elle est tombée seulement sur les hommes oiseaux? Non, non. Une femme arbre serait restée à la maison. Vous-même les filles, vous l'avez dit. C'est tout. Comment on fait pour avoir ses racines? Même les prunes, nous sommes à la saison de prunes. Vous prenez, vous allez planter, non? Vous allez planter. Elle-même dit, moi je veux voyager. Mon mari dit qu'il doit faire la danse. Bon, papa et maman disent, attends, restez là. Elle dit, je pars. Donc elle va. Oui, elle n'est pas oiseau. Michel Ngachou, vous savez, une maman qui éduque sa fille, à un moment donné, se pose 3 questions. Est-ce que ma fille est une femme? La maman parfois va jusqu'à faire les prélèvements pour regarder la couleur des menstruations de sa fille, pour dire est-ce que ici ma fille peut être une femme ou non? Première question. Une maman, est-ce qu'elle peut être une femme? Elle parvient à identifier ça à vue d'œil, à l'œil nu. On n'a pas besoin de microscope pour connaître ces choses. Même moi-même qui vous dis, vous regardez juste les menstruations de la femme. Quand on leur dit que c'est un problème, vous en savez des choses, ça même. Mais c'est une initiation, justement, parce que vous pensez que comme l'Occident, on dit, les enfants un enfant de 6 ans te dépasse à la maison. Chez nous, ce n'est pas comme ça. D'accord, lorsque c'est clair, trop clair, lorsque c'est sombre, lorsque c'est noir, on connaît ces choses. Lorsque ça ne parvient pas, on ajoute de la cendre. Il y a un effet qui accompagne cela avec la cendre. Bon, je parle là. Tout à fait. C'est pour dire comment nous faisons. Non, c'est des choses qu'il faut dire. La mère le sait. À un autre moment, la mère dit, est-ce que ma fille va donner des enfants, j'aurai une descendance? La mère commence à concevoir, à faire des petits trucs, elle dit à la fille, pige-toi avec, prends, consomme, prends, fais ceci, parce qu'il faut que dès que tu rentres, fais attention, hein, comme tu prends ça, si tu traverses même la route, quelqu'un a pissé au sol, tu vas prendre. C'est les expressions qu'on emploie à la jeune fille. La maman est déjà en train de la prévenir. Pour celle qui a dit que homme oiseau aime racine, on prépare la femme à être homme arbre.
Parce que l'arbre a fait des racines, des branches, il a des enfants, il faut s'occuper. Après, il fleurit et fleurit. Il produit des fruits, monsieur Michel Gatchou. Merci beaucoup, Karine. Et merci, Richard Lamel, pour ces explications. Non, petit dans l'oiseau est sur le baobab, ce sont les plumes qui tombent. Merci beaucoup. Merci. Karine. Douala est construit sur l'eau, mais la population manque d'eau potable. Un autre, la vie et la santé humaine sont respectées en Europe. C'est vous qui vivez dans la Gadou au Cameroun. Oui, bois du Cameroun et la Sphire, ce ne sont pas camerounais. C'est les Français qui ont mis un gestionnaire du comptoir colonial au Cameroun. Ils sont venus avec les bois du Cameroun. C'était la Ndobat, ça a fermé. La Sphire vient de déclarer la faillite après avoir, en 2019, fait des chiffres d'affaires aux milliards d'euros. Mais ils ont dit qu'ils ne peuvent pas continuer, ils ne peuvent plus continuer après avoir dévasté les forêts de l'Est. Voilà, donc on vous dit c'est vous là-bas. Ils ont trompé un investisseur camerounais qui a acheté et qui s'est retrouvé avec tellement de dettes que l'État du Cameroun a fait pression. C'est lui plutôt qui a dû le rembourser. Les dettes de quelqu'un. Même le groupe Somdia, quand il impose sur le coton, le coton, la culture du Nord, pourquoi on n'a pas voulu développer le mil et le sorgho? Par exemple. Donc, vous parlez de qui, c'est vous là-bas, c'est pas nous. Mais ça. L'Église catholique, après la communion, le blé qui est fabriqué ailleurs, alors qu'on pouvait le faire ici, faire tourner la... Venez à Tinga et Lobby, en face de Tradex, juste derrière là où le gare arrange les motos. Vous allez voir un tuyau d'eau de plus de 250 mètres cubes. Là-bas, depuis plus de 5 mois. Alors, vous parlez de Tinga et Lobby? Oui, Tinga et Lobby. Et elle à Tinga et Lobby d'abord? Non, il dit que ça passe, c'est les canalisations. Oui. Comme disait Chalamel, les vieux... C'est Yaoundé 2. Oui, il dit ça. Mais les vieilles canalisations qu'on avait mises à l'époque pour l'endroit justement dont on fait vocation, c'est un endroit que je connais personnellement parce que là-bas on vend et les fers, la ferraille, les motos et... Je vous dis toute la zone de Yaoundé 2 est à revoir. Parce qu'à côté de Tinga-Lobby, il y a le quartier qu'on appelle Obala. Obala. Vous voyez la crevasse qui est au milieu entre l'école publique d'Obala et l'autre quartier. Mais l'école n'existe plus, cher ami. Mais tout est à revoir à Yaoundé, même que ce soit Bastos. C'est le marécage là-bas. Que ce soit Bastos ou Etoudi, tout est à revoir. Tout est à revoir. On coupe même l'eau souvent dans les régiments de la garde présidentielle. C'est très grave quand même. Voilà. Le Cameroun nous appartient, madame, monsieur, et ensemble on va le reconstruire, quoi qu'il en soit, on le fera. Allons resaluer un nouveau Consti Lamine qui nous revient cette fois-ci avec le concept Elisab. Mais avant, on va bien sûr prendre ceci. Humaine, c'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits auditifs. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Early's Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Early's Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Early's Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Allez, Early's Up, Consti Lamine. Exactement, mes friends, thank you plenty. Dans l'école, c'est Early's Up. Appareil, faut nettoyer oreille. Dans l'école, c'est appareil, faut nettoyer oreille. This appareil, faut nettoyer oreille. Any man must get them. You de pikino, you de big mano, you de ho papao. Any man must clean i oreille. De l'école, c'est Early's Up. Nous allons encore vivre avec le concours de la réalisation ces belles images de démonstration qui apportent un peu plus de crédibilité, un peu plus de poids sur le Early's Up. Voilà, bien entendu, chers téléspectateurs, il est important de nettoyer ses oreilles de temps en temps. Il est important, bien entendu, d'entretenir ses oreilles. Mais alors, avec quoi devrait-on nettoyer les oreilles?
pas avec les cotons-tiges, plus avec les cotons-tiges, pas avec les brindilles de balai, pas avec les cure-dents, pas avec les bûchers d'allumettes. L'appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles, comme vous pouvez l'apercevoir à l'écran, c'est bien entendu le Earlys Up, qui est un appareil nouveau, qui est un appareil innovant, qui permet de nettoyer délicatement les oreilles. Pourquoi devrait-on nettoyer les oreilles? C'est important, c'est une partie de notre corps, au même titre que la bouche, au même titre que la tête, au même titre que les pieds, les oreilles également devraient être nettoyées de temps en temps. Raison pour laquelle j'attire l'attention de nos téléspectateurs, j'attire l'attention de ceux-là qui sont à la recherche d'un appareil pour nettoyer les oreilles, qu'il est important d'avoir cet appareil, ce minuscule appareil, cet appareil moins encombrant. Il vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles sans toutefois se blesser. Alors, parlons donc du prix de votre Earlys Up. Il coûte bien entendu normalement 7500 francs. C'est le prix d'un Earlys Up neuf, un Earlys Up d'origine dans son emballage avec un guide d'utilisation. Mais dans le cadre de la double réduction, vous l'achèterez à 7000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Et une fois que vous êtes au magasin 1001 tapis, il y a une équipe qui est chargée uniquement d'expliquer au client, de le présenter au client, de donner tout ce qu'il y a comme information d'utilisation aux clients. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, nous prenons le temps de communiquer avec les clients au téléphone, de leur expliquer tout ce qu'il y a comme avantage lié au Earlys Up. Donc profitez de cette double réduction et achetez votre Earlys Up jusqu'au vendredi 11 septembre 2020 au prix de 7000 francs le Earlys Up. N'attendez pas la fin de la promotion, c'est maintenant et plus que jamais. Thank you plenty. Merci Consil Lamine, merci infiniment à vous. Et on vous retrouvera certainement demain pour d'autres éditions de 10-12, le Zénith, avec d'autres produits effectivement sur notre plateau. Madame, Messieurs, nous vous disons merci d'avoir regardé cette édition ce matin et nous vous rassurons en même temps que le Cameroun, comme j'aime à le dire, nous appartient et nous devons tout faire pour le construire ensemble. Ne partez pas sans avoir justement pris cette une. La nouvelle expression, Madame, Messieurs, allez bien sûr lire Lamé brandit l'artillerie lourde à Bamenda, mais surtout, vous pourrez lire Jean-Michel Nietzsche dans cette sortie. Oui, allez bien sûr le lire, le député. À demain.